un processus de marde avec les aides, tu vas juste faire le processus de marde plus vite. Moi, ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est que là, j'ai 6 sessions d'ouvertes, puis je viens être brûlé parce que je change de contexte beaucoup. Ouais. Je m'étais fait, je vais automatiser plein d'affaires, je vais avoir plus besoin de travailler la fin de semaine, puis finalement, ça s'est pas passé encore. Parce que c'est addictif, la loupe de feedback, de genre, insane, là. J'ai une idée, je teste, j'ai un résultat, nice, ok, ça va vite. J'ai starté une nouvelle brand pour une business qu'on fera probablement jamais. Là. Mon côté obsessif, mettons, là, faut vraiment que je le garde in check parce que moi, j'ai plein d'idées, qui sont vraiment pas toutes bonnes, tu sais. Je me fâche avec Claude puis Midjourney parce que c'est pas la bonne direction artistique puis tout, avant de me poser la question de genre, veux-tu faire ça? Ça a-tu besoin d'une brand? Qu'est-ce que je suis en train de faire là, tu sais? Puis là, tu brûles des heures puis des tokens de la fin de semaine, tu sais, puis t'as perdu le contrôle puis t'es juste continue Claude. Là, moi, j'ai vraiment eu ce problème-là où est-ce que, là, finalement, j'avais fait un app, j'étais comme, la moitié des features, je m'en calisse. Ouais, exact. Genre, j'ai tout arraché. À la fin de la journée, là, ça va être vraiment deep ce que je vais dire, man, mais je pense beaucoup à ces affaires-là ce temps-ci, c'est genre... David Beauchemin de Baseline. Salut mon vieux, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, man. Je nous fais une introduction très, très brève parce que là, ça commence à faire 3 ans qu'on se parle, là. Fait que le monde savent t'es qui. Mais grosso modo, Baseline, vous êtes une firme d'accompagnement puis d'implémentation en intelligence artificielle au Québec. Exact. Vous avez un paquet de clients, que ce soit dans le milieu manufacturier ou que ce soit dans le milieu SaaS, dans lequel nous, on est bien présents. Puis on collabore puis on est partners depuis 3 ans. Déjà, depuis le début. Let's fucking Yes, go. man. Puis ce qui est cool, c'est que toi, t'es comme mon émissaire, man, ou mon ambassadeur du monde de l'AI. Fait que c'est un monde qui évolue tout le temps. Fait qu'à chaque 3 mois, 6 mois, je décide de m'asseoir avec toi, on a de quoi se dire. Il y a tout le temps des nouveautés. Cool. Fait que l'affaire qui est un peu particulière à propos de vous autres, Dave, c'est que vous êtes une coop. Ouais. Right? En 2023, on en avait parlé de ça dans le premier pod ever qu'on avait fait ensemble. Puis je suis curieux de voir... Parce que clairement, le modèle doit fonctionner à un certain niveau parce que ça a grandi. Vous êtes encore là, en 3 ans plus tard. Puis ça a grandi en tabarouette, là. En termes de staff, vous êtes rendu combien, là? Une vingtaine à peu près. Là. On est autour de tout. Je ne me rappelle jamais de chiffre exact, mais une vingtaine. Ouais. Fait que, comment, au fur et à mesure que le scope des projets, de l'équipe grandit, puis tout ça, t'as-tu eu l'impression que le modèle coop était stress-testé ou pas pantoute, pis ça va bien, genre? C'est vraiment une bonne question. En fait, je pense je ferais peut-être un petit juste retour. C'est quoi la particularité directement du modèle, mettons? Le modèle coop, là, ce que tu cherches à faire, c'est de dire, c'est l'équité est au cœur, mettons, du modèle. Fait que tu veux faire en sorte que les profits, le travail, différents éléments, tu veux essayer de les répartir d'une certaine forme équitable. Après ça, tu as tout l'aspect démocratique, c'est un membre, un vote. Donc, c'est pas basé sur un nombre de shares ou sur de l'ancienneté. Après ça, c'est sûr qu'il y a un jeu politique qui peut s'installer dans le sens que, il y a une crédibilité différente en fonction de ton âge en entreprise ou la connaissance que tu peux avoir du marché ou des choses comme ça. Mais à la fin, tout se décide avec un membre, un vote, finalement. Nous, pourquoi qu'on l'avait fait, il y avait beaucoup un aspect de, tu sais, ça reste que quand on a fondé Baseline il y a 6 ans, c'était un marché qui était en ébullition. Les LLM, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. On essayait de trouver des manières de se démarquer. Puis la vie au départ, c'était plus, on voulait des travailleurs autonomes qui travaillaient ensemble, puis qui faisaient une couple de mandats, puis qu'on allait se trouver des affaires. On n'avait pas une vision d'une firme complète avec du marketing, puis plein d'autres trucs. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. La vision a vraiment évolué. Puis ce qui était le fun à l'époque, comme vue, c'était, tu veux t'impliquer à 3 heures semaine dans le projet, tu contribues à 3 heures, puis tu vas pas chercher 15-20% de la cagnotte à la fin, ça va être en fonction de ta contribution, puis à la fin, on se divise qu'est-ce qui reste. Le modèle est resté stick peut-être pour 2 ans comme ça, puis finalement, on s'est rendu compte assez vite que il y avait pas nécessairement tous les gens qui avaient le skill set pour aller se trouver des contrats, donc un bon développeur qui avait dans son sol, mettons. Fait qu'on a comme un petit peu revu le modèle, du moins la manière d'opérationnaliser le modèle, en fait. Puis là, aujourd'hui, la force que ça nous donne, il y a un petit peu un marqueur de différenciation des gens que ça pose la curiosité chez les clients, chez les gens qui sont intéressés à venir travailler chez nous. C'est sûr que ça rajoute une couche parce que je dois expliquer des trucs comme je viens de dire là, comment qu'on fonctionne. Les gens ont aussi beaucoup de questions. Tu sais, quand on prend une décision, on est tout autour de la table puis on vote. Non. Genre, il y a des événements, des éléments spécifiques à voter ensemble. Puis il y en a d'autres, il y a des gens qui ont des responsabilités qui ont été mis en place par les membres, par contre, pour que la business fonctionne.
Mettons, je fais l'avocat du diable, là, vu qu'on se craque un peu, pas un débat, là, pas en tout, une conversation sur le coop. Ouais. T'as-tu l'impression des fois que le modèle te ralentit comme film? Peut-être des fois. Que moi, j'aurais des choses que j'aurais décidé plus vite. Mais est-ce que ma décision en bout de ligne était la meilleure? Je pense pas. Je pense que peut-être des gens m'ont challengé sur des choses qui, sous le coup, j'aurais fait, moi, je l'aurais fait de même. Puis après ça, les gens apportent d'autres choses dans la perspective. T'es comme, finalement, ce qu'on a fait ensemble est vraiment mieux. Moi, je pense que la phrase de, seul on va vite, ensemble on va plus loin, moi, j'y crois quand même. Ouais. Des fois, je cacherais pas que des trucs, c'est comme, j'aurais aimé ça se fasse juste plus vite, puis j'aurais aimé brûler moins de gaz là-dessus, mais c'est une force, mais c'est une faiblesse. Exact. Genre, il y a d'autres choses que j'aurais perdu ailleurs. Là, ton buy-in de ta gang, genre, puis l'appartenance, l'identité qu'ils ont dans leur carrière, puis tout, comme owner, là, carrément, là, c'est... je pense que c'est comme plus périn, genre, peut-être. Parce que le founder mode dictatorial, genre, j'arrive, je corps des affaires, je déplace. C'est cool pour les founders. Jusqu'à temps qu'il est encore là. Ouais. Le jour qu'il est plus là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a ça aussi, tu sais, gros reliance sur le founder ou la founder, mais genre, c'est pas nécessairement un mode d'opération qui scale tout le temps. Puis c'est vraiment pas reçu de la même manière par différents employés, je dirais, genre. Là. Fait que, tu sais, je pense, dans ma tête, founder mode, puis je vais peut-être faire un semi-hot take, mais c'est genre, ça a été une trend. Moi, ce que je vois, c'est plus, en fonction du contexte, de l'urgence ou de la crise dans ta compagnie, active le founder mode, mais dans ma tête, c'est comme un toggle, là. Tu restes pas ça pendant 5 ans, là. Ouais. Je comprends ce que tu as dit. Je sais pas si ça sustain. En tout cas, on peut parler à d'autres mondes. Tu vois, mettons, nous, on a un événement quelque part au début de l'année, puis il a fallu que je fasse exactement ça. Okay. J'active un founder mode toggle. Dans le sens que j'étais arrivé, il y avait des choses comme ça doit se passer. Puis là, j'appelais ça garocher les affaires ses murs. J'ai juste tout pogné, j'ai garoché ses murs. L'équipe, j'ai peut-être été un petit peu brusque, etc. Mais je lui ai dit, regarde, moi là, j'ai tant de temps, faut que ça se passe, puis j'aimerais ça que ça soit passé à telle date parce qu'il y a telle affaire qui va arriver, sinon telle conséquence, etc. Tout ça. Le monde a bien réagi à ça. Après ça, j'ai eu du feedback. OK, ça, on va le changer. Si on veut ça se passer. Après ça, on a itéré, on est arrivé à quelque chose, mais je pouvais pas rester sur le mode toggle de même. Là. Je veux défendre un mode pendant les 6 prochains mois. Là. Parce que ce que tu dis, comment je leur remâcherais, c'est genre, dans une coop, il y a une forme de leadership qui est alive and well, qui est vivante puis qui a de l'influence. Puis elle peut être plus présente ou moins. C'est pas athénien, genre autour d'un conseil. Il y en a qui ont choisi plus de faire ça. Nous, non. Il faut qu'on bouge. Exact. Le marché est trop rapide. Il y a des coopératives, mettons Solio, par exemple, une grosse coopérative agricole. C'est à peu près tous les agriculteurs, une très bonne partie des agriculteurs sont membres de cette coopérative-là. Ils achètent finalement leurs grains, leurs moulins, plein d'affaires comme ça. Puis ils ont des usines de transformation, un peu comme aussi... voyons, il y a un transformateur laitier que j'ai un blanc de mémoire là, qui fait la même chose aussi. AgroPure, c'est une coopérative. Ouais. Tu sais, ils ont besoin aussi que ça fonctionne. Mais eux autres, le marché ne bouge peut-être pas à la même vitesse que nous. Tu sais, entre un nouveau produit d'innovation de fromage et le prochain qui va arriver dans 5 ans, tu as le temps de t'ajuster, là. Les tomates ont le temps de pousser. Exactement. Cool, man. Ben, l'affaire qui est intéressante, je pense, d'un point de vue AI, c'est pas seulement les trends, les tools, on va en parler, of course, là. C'est aussi le talent, man. Parce que là, tu commences à avoir un peu plus de firmes similaires ou comme indirectement en compétition avec la tienne. Ouais. Tu commences aussi à avoir un pull ou une demande à l'intérieur de des clients, de des PME ou des compagnies pour des embauches plus spécifiques en AI. Fait que ma question pour toi, c'est comment toi tu attires puis retiens ton talent? Genre, pourquoi ils viennent travailler chez Baseline, ce monde-là, mettons? Mettons, c'est plus qu'est-ce qu'on me donne comme feedback, là, mettons, là, que je repasse. Des trucs que j'ai beaucoup entendus, c'est vous avez l'air de savoir ce que vous faites, mettons, d'un point de vue technique. On a quand même effectivement beaucoup de gens dans l'organisation qui ont sur papier un track record, des diplômes, qui on peut voir la valeur qu'on ajoute à ça. Fait que on était là avant la méthode aujourd'hui, tu prends une cloud puis tu essaies d'improviser de l'AI avec ça, puis tu penses que tu vas entraîner un modèle, ce genre de choses-là. Il y a aussi le fait que justement les gens viennent actionnaires de l'organisation assez facilement. C'est ça que je me dis. C'est vraiment un gros critère qui vient. Il y a des gens qui s'en rendent pas nécessairement compte tout de suite, puis ça va venir plus tard. Il y en a qui c'est plus de la curiosité, comme là, il y en a un qu'on a passé en entrevue, puis je
je pense qu'on a parlé d'1 heure et demie, juste c'est quoi le modèle coop, puis il y avait juste des questions, puis il se posait plein de questions sur ça. Fait que, ça, c'est un personnage qu'on cherche beaucoup, mais on sait que c'est pas tout le monde qui va être comme ça. Fait que, on a différents profils qu'on va chercher, l'engagement est différent, mais l'aspect de notre modèle d'affaires, puis l'aspect technique qu'on fait, puis la portée des mandats qu'on fait, rejoint beaucoup les gens, puis c'est ça que les gens viennent nous voir souvent. Du moins, c'est ça les mots-clés, moi, qui me sont nommés dans le processus d'embauche. C'est vraiment dope. C'est un facteur différenciateur, for real. Ouais. Mais genre, une affaire que je trouve aussi, c'est que pour les devs qui penchent vers l'AI ou pour le monde qui veulent être des, je sais pas, là, plus ML, deep, tout ça, c'est le fun d'avoir un lieu de travail quand tu commences, que t'es jeune, que genre, tu sais que t'as des mentors, mettons, qui peuvent te tirer par en haut, là. Tu sais, c'était Pâques récemment, là. Puis je chillais puis je parlais avec mon cousin qui travaille chez vous, comme dans un stage chez Baseline. Puis tu sais, lui, man, là, il parlait de Dom, ton partner, pis t'es comme, man, il run genre 4 moniteurs avec Claude Code en permanence, puis il est capable, on the fly, de faire... Non, le modèle s'en va pas dans la bonne place. L'architecture qu'il propose ou le code qu'il est en train de générer, c'est pas vraiment ce qu'il veut. Puis genre, de fine-tuner ça, puis tu voyais que c'était aspirationnel. Tu sais, que Matt était comme Chris, man, genre, tu peux pogner un niveau comme ça. Fait que c'est cool d'avoir des figures de même, je pense, techniques à look up to. Puis il y en a clairement une couple dans ta gang, là. Ouais, et c'est bien intégré aussi ton cousin d'ailleurs. Là, moi, j'ai. Tu sais, nous autres, c'est quand même. La culture est très importante dans la mesure où est-ce que tous les gens qu'on ajoute un jour vont avoir un droit de vote. Fait que moi, je dois bien sélectionner les gens. Chris, j'avais pas pensé à ça, man. J'avoue. T'sais, nous, on a un processus quand même de sélection assez rigoureux pour ça. T'sais, nous, on a une entrevue qui est spécifiquement juste pour ça. Puis, il y a un cycle, ça prend un an à venir un membre complet. Puis, entre le troisième et... En fait, entre l'étape 2 et 3, il y a un processus d'embauche, d'entrevue, d'évaluation sur est-ce qu'il est bien aligné avec nos valeurs, puis on s'en va tous dans une direction. T'sais, on veut pas tout le monde qui soit homogène, mais on veut certainement une certaine direction. Puis si les gens sont pas dans cette direction-là, ben nous, c'est un concern parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont commencer à avoir vers où que ça va diriger l'organisation? Fait qu'on l'évalue beaucoup, puis il y a plusieurs formes que ça prend, que ça va se concrétiser finalement, ces valeurs-là. Là. Puis la démocratie, s'impliquer dans les discussions collectives. Une fois par mois à peu près, on fait un avant-midi où est-ce qu'on parle d'un sujet, mettons, OK, c'est quoi notre forme de leadership qu'on veut dans l'organisation? C'est quoi tel aspect qu'on veut construire ensemble? C'est quoi telle affaire? Là, le prochain qu'on fait, c'est comment on veut améliorer nos pratiques de développement avec Claude, encore une coche de plus. Fait que, là, on le fait avec des partenaires qu'on amène autour de la table. Fait que, toutes ces questions-là, puis si les gens participent pas, ben, c'est difficile après ça d'imaginer une vie collective dans cet environnement-là. Ouais, c'est trop intéressant, man. Puis ça me fait penser, c'est doublement important de valider l'alignement de valeurs en embauche parce que, contrairement à, mettons, une firme privée où est-ce que, des fois, tu pognes, mettons, une leader ou un leader toxique, genre. Mais tu sais, c'est genre un 10x dev, puis comme, il est trop fort, trop sharp, puis tout. Mais comme, je sais pas, man, chiale sur tout, genre, dit qu'on devrait refactor tout, ou ben genre, dit qu'on devrait envoyer chier tel genre de client. Puis ce monde-là, vu qu'ils sont crissement talentueux, des fois, ils ont une gravité qui pull du monde vers eux. Sauf que là, dans une org comme Coop, ce monde-là, ils ont actually un droit de vote, puis ils peuvent influencer toutes les autres qui ont aussi un droit de vote. Alors que dans une firme privée, tu peux faire, alright, plan d'intervention, plan d'amélioration, you're out. Genre, c'est fucked up. On peut mettre quelqu'un dehors, mais il y a un contexte qui peut... il y a des mécanismes de gouvernance qui peuvent changer, puis que là, tu peux perdre le contrôle de quelque chose, effectivement. Ouais, c'est vraiment fucked up. Trop intéressant. All right. Fait que, pour ceux, mettons, là, qui écoutent, parce que j'ai commencé à voir un peu des messages puis des posts du genre... on embauche une femme à tout faire ou un homme à tout faire de l'AI à l'intérieur de notre compagnie. On veut quelqu'un qui se salit les mains avec les outils et qui est capable de... Dans la PME, là. Ouais, dans une PME, excuse. Premièrement, tu trouves-tu que c'est une bonne idée? Deuxièmement, si quelqu'un est dead set sur embaucher quelqu'un qui va s'occuper de l'AI at large dans la compagnie, as-tu des conseils? Pour moi, je pense que ça va dépendre. Il y a comme 2 ranges d'entreprises que ça a du sens. Tu as à embaucher rapidement. Tu as probablement celle qui est quand même assez petite puis qui est capable de beaucoup bouger dans un sens puis d'un autre puis probablement revoir son modèle d'affaires puis saisir des opportunités intéressantes ou intégrer des processus de manière tellement en ligne de commencer à être compétitif. Je pense que bien penser l'IA, l'intégration, l'automatisation permet à des organisations de push up
Tu sais, de genre vraiment comme kicker plus haut que qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, chose qui était plus difficile avant, autre que juste des marqueurs de différenciation très clairs sur le marché. Puis t'as vraiment l'organisation aussi qui est beaucoup plus grosse, que là, elle a besoin de planifier quelque chose sur un sens vraiment plus large. Mais dans ma tête, dans ma vision, une organisation comme ça, c'est pas tant quelqu'un qu'on veut qui intègre, plus qui va planifier dans quelle direction on s'en va. Puis le terme, pour moi, IA est peut-être pas le plus approprié. Récemment, on avait des discussions avec une organisation, puis pour moi, j'ai vraiment aimé le flip qu'ils ont fait. Au début, il y avait un comité AI, puis ils l'ont changé. En fait, non, ce qu'on veut, c'est un comité innovation. Parce que le message qu'on va envoyer à l'organisation, c'est oui, on va intégrer l'IA, mais on veut innover dans nos pratiques. On veut innover dans le modèle d'affaires. On veut innover dans des opportunités. On veut innover dans plein de choses. Puis si la solution pour innover, c'est juste de dire on va enlever telle étape dans le processus, puis on va faire telle affaire à telle place, mais il n'y a pas d'AI là-dedans, puis on a gagné en efficacité, c'est quand même un gain non négligeable. Ouais, c'est vrai. Un processus de merde avec les AI, tu vas juste faire le processus de merde plus vite. Tu n'auras rien fait de mieux. Fait que, c'est pour ça que je pense que, tu sais, là, on pense que c'est une baguette magique, là. Puis que là, ces gens-là vont avoir des attentes dans l'organisation de juste mettre les AI partout, mais ça se peut qu'ils vont faire de la crise de merde, là. Tu sais, genre, j'ai entendu des solutions qui ont été faites, t'es comme moi, mais ce que tu me parles, c'est un CRM. Ce que tu me parles, c'est un ERP. C'est pas une boîte magique, là, tu sais. L'agent va pouvoir s'intégrer super bien qu'une base de connaissances comme un CRM, un ERP, etc. pour sortir de la valeur, mais si t'as pas ça, puis ça vit dans n'importe où, ça va être difficile, tu sais. C'est juste qu'il y en a un qui est plus en surface, puis des gains quick, dont je comprends cet attrait-là, ouais. Gain quick, c'est très bien dit, oui. Puis c'est pas nécessairement mauvais, là, parce que je me dis, évidemment que le tooling actuel te permet de réviser fondamentalement comment tu opères ou comment tu charges ton modèle d'affaires, tout ça. Fait que, mais ça, man, c'est comme... Ils te font un niveau de compréhension du tooling et de la business et des business practices générales quand même profond, là, tu sais. Fait que, alors que si tu pognes juste un young gun que genre, il a vibe codé depuis 2 ans, il a automatisé avec toutes les plateformes que tu peux pas croire, puis il teste les nouveaux modèles qui sortent, puis il vit là-dedans. Mais lui, il aura peut-être pas la connaissance d'industrie ou profonde des business practices, puis genre, c'est un comité d'innovation, puis tout, mais tu pourrais quand même le garrocher sur genre, on a une structure existante, d'après moi, tu peux l'accélérer, l'augmenter, l'automatiser. Sûrement, effectivement. Mais ce qui est tough, c'est que c'est tellement dur à véter, ça, genre, ce monde-là. Puis en bout de ligne, probablement que ça va te coûter plus cher que juste faire avec un consultant qui va te le faire en moitié plus vite. Parce que le temps que la personne va apprendre à connaître ton processus, ça va être le même temps qu'une autre personne à l'extérieur va pouvoir le faire. Puis après ça, de le mettre en place, ça se peut que ça va être plus compliqué. Tu sais, il y a des plaies que ça peut être difficile. J'ai vu des gens qui, nécessairement, la maîtrise était peut-être pas au plein niveau, là. Ouais, vraiment. Puis ça fait en sorte qu'ils ont brûlé du temps sur des projets que t'es comme, mais c'est pas supposé de prendre 1 an à faire ça, là. 1 mois, c'est fini. Ouais. On dirait que j'ai de la misère à me faire une tête par rapport à ça, parce que je vais t'exprimer, mettons, quelque chose de très plus personnel pour voir si ça résonne ou pas, mais genre, tu sais, juste dans ça se passe, mettons. Moi, je joue le rôle du expérimentateur, testeur de certains tools. Quand je trouve de quoi de cool, je l'essaye, ça marche. Whoop, tu sais, j'essaie de l'intégrer dans le business puis tout. Mais man, tu sais, genre, j'ai d'autres choses à faire, là. Genre, c'est-à-dire que faire des pods, rencontrer du nouveau monde, développer des relations, écrire, genre, tu sais, comme, j'ai pas juste le temps. Puis je me dis, mettons que j'avais une dudette ou un dude là, à l'interne, là, que genre, sa job, là, c'était de tout le temps repasser, mettons, les process, tout le temps tester les nouveaux tools, puis genre, je sais pas, au moins nous faire une proposition de genre, OK, dans notre utilisation de Cloud Code collective, là, voici genre ce qui est sous-optimal, ce qui est genre qu'on exagère. Voici tel genre de commandes ou skills qu'on devrait implémenter dans l'intégration, dans l'organisation. Puis, by the way, pour la partie marketing, mettons, ou design, il y a un nouveau tool qui est sorti qui aiderait, mettons, la job à Joël puis tout ça. On dirait que c'est genre peut-être un wet dream, là, mais genre, tu sais, avoir une personne comme ça qui keep up avec l'innovation de l'AI puis caller des shots sur genre comment tu intègres ça dans le business. Ah, man, ça me ferait du bien, là. Il va te coûter cher. Parce que c'est un gros skill set. Ben, c'est ça. Parce que c'est un skill set technique puis business. Parce qu'il doit être capable de vite comprendre tes process, puis il doit te siphonner du temps pour comprendre tes process ou te regarder d'une certaine façon à quelque part. Puis d'un coup, qu'il va maîtriser ça, là, il va pouvoir faire de quoi assez quick. Probablement qu'il y a déjà peut-être une idée, mais c'est un mindset de consultant que tu veux dans le business, puis c'est tough à trouver. Moi, c'est ça que je cherche chez les gens à avoir. Je veux des gens qui comprennent vite. Pour ta gang. Exact. Pour chez vous, Fait que, tu sais, des gens comme ça, souvent, c'est qu'ils vont être très rapidement pull out vers le milieu de consultation, puis c'est rare qu'ils restent dans l'entreprise privée.
Parce que le mindset est différent. Ouais, t'as raison. Les gens, après ça, d'un coup, tu vends les bonnes personnes, mettons, que je vois dans l'entreprise présentement qui intègrent l'IA, c'est souvent des experts métiers qui sont fucking curieux de l'IA puis qui maîtrisent fucking bien leur process déjà. Fait qu'ils ont une partie business. Là, ce qui leur manque, c'est la partie technique. L'IA arrive à combler une certaine partie. Tu leur ajoutes de l'expertise là-dessus pour les aider à faire le reste. Puis t'as des super users, c'est let's go, ça y va, là. Ouais. Fait que ces gens... Puis mettons que tu prends cette personne-là, tu dis, hey, moi, j'aimerais ça l'ajouter dans mon équipe parce que moi, je fais du conseil en comptabilité, en marketing, en n'importe quoi. Ben, ils vont aller dans des places de consultation. Ils vont être beaucoup plus valorisés dans une compétence comme ça. Ouais. Ouais. Puis ils peuvent avoir... Je sais pas que c'est ça à tout coup, mais c'est ce que je vois comme souvent sur le marché. T'as quelque chose aussi? Non. Je pense que ça fait du sens, man. Je pense que c'est plus une... commencer à réfléchir à comment ce skill set-là de... Ouais. C'est même pas juste utiliser les outils, c'est un skill set de rester à jour, man. Puis comprendre les process. Puis comprendre tout ça, puis comme... Puis qu'est-ce que tu peux faire avec? Ouais. Mais tu sais, regarde, nous, c'est moi puis Don là, qui le fait, là. Ouais. Parce qu'on est les meilleures personnes pour comprendre les process. Parce qu'on les vit à tous les jours. Fait que tu sais, le Founder Mode, moi, il y a des bouts, ça a été Founder Mode, go, OK, faut que j'automatise plein de shit, puis ça, je veux que ça se passe. Ouais, tu en as parlé beaucoup de... Genre, c'est ça. OK. Puis, côté compétition, mettons, tu vois quoi dans ton market? Je pense que vous êtes principalement au Québec, là, pour l'instant, right? On est un peu aux États-Unis quand même. OK. Nice. Très beaucoup cool. aux États-Unis même, je dirais. Ah ouais? Ouais. Très cool. Je savais même pas ça, d'autre. Ouais. Ben, rencontré à cause de toi. Chrono, innovation. Ah, très cool. Fuck yeah. OK. Ben, en termes de... Je vais éduquer, implémenter l'innovation ou l'AI dans ta compagnie. Ça, c'est comme un peu ta valeur de proposition. Hein? Ouais. Ta proposition de valeur, excuse. Tu sens-tu beaucoup de compétition directe d'autres firmes ou d'autres travailleurs autonomes? C'est quoi le space, mettons? C'est sûr que le CDAE AI a beaucoup changé le marché dans la dernière année. Là. Puis on observe une consolidation. Il y a des entreprises qui ont été acquises dans la dernière année. Vidence, pour en nommer une parmi tant d'autres. Je m'attends cette année encore à un objectif de consolidation, c'est sûr et certain. Il va y avoir des firmes qui vont être achetées, entre autres à cause du CDAE. Je pense que actuellement, c'est certain qu'il y a des discussions. Là. Je m'attends à en avoir au moins 1 ou 2 cette année, maintenant. Des firmes de genre 30 Laisse-moi personnes, essayer de reformuler ma compréhension de ce que tu viens de dire. Il y a des crédits d'impôts du gouvernement qui sont alloués en fonction de la préparation, l'innovation, puis l'intégration de l'intelligence artificielle que tu fais dans ta compagnie. T'as bien résumé ça. Donc, si j'achète une compagnie qui est spécialisée en IA, puis que je l'intègre dans mes processus, c'est comme une fast track pour aller banker tous ces crédits-là. Exact. Genre? Ouais. OK. C'est la première fois que j'entends ça, man, mais ça fait du sens. Moi, je m'attends qu'il va y avoir quelque chose qui va se faire. Puis, il y a déjà des gros joueurs qui ont établi. MoveAI s'est fait acheter l'année passée aussi. Toi, tu te fais approcher? On a eu des gens qui, effectivement, nous ont approchés. Ouais. Effectivement, quand même plusieurs. Une coopérative, c'est pas achetable exactement comme ça. Ouais, j'avoue. Il y a il y a une manière de pouvoir le faire, là, mais c'est pas aussi facile. Tu peux pas juste acheter les contrats de travail. Bref, quelque chose de différent avec ça. Mais la compétition bouge beaucoup. Il y a des nouveaux joueurs qui apparaissent. Il y a des gens qui vont mettre l'étiquette puis qui vont utiliser l'étiquette pour faire d'autres choses à travers ça, là, qui va être, par exemple, de dire, ben moi, je fais de l'AI, où est-ce que j'intègre OpenAI dans tes processus ou j'intègre Copilote. Mais ils vont se restreindre à ça. Il y a d'autres gens qui vont plus comme, mettons comme nous, où est-ce qu'on fait du développement logiciel de solutions d'IA. Fait que, il va y avoir différents quand même éléments sur le marché. Il y a, mettons, tous les intégrateurs de licences bureautiques Microsoft de ce monde, là, maintenant, et embarqué sur, on développe on t'intègre des copilotes de ce monde partout, là, c'est un nouveau marché pour eux autres et avec raison, là. Ouais. Fait que, il y a ça qui va apparaître aussi beaucoup. Maintenant, ce qui prend d'avoir plus, je pense que présentement, il y a comme un vide où est-ce qu'il y a Vuban qui est un très, très, très gros joueur en haut dans les 200 personnes employées, excluant les KPMG de ce monde, là, mettons, là. Puis après ça, il y a comme un gros gap jusqu'à 40-50. On est 3-4 là, puis entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Fait qu'il y a vraiment un énorme gap là, puis il y a beaucoup d'équipes de 3, 4, 5 personnes. Nord-AI, c'est un bon exemple. Vivo, etc. On est comme une petite gang qui est là, puis il y a nous autres qui est finalement vers la fin. Fait que le marché semble va être amené à se restructurer, là, je pense, encore. Là. All right, folks. Le Spotlight partenaire du mois, c'est YAC, des hackers québécois qui font de la sécurité offensive pour toi. Des tests d'intrusion, du Red Team, des scans de vulnérabilité. Eux, ils vont hack
ton app pour prouver qu'elle est sécuritaire ou pas. Mettons que tu as besoin d'une certification SOC 2, ISO 27001 ou TGV pour la santé, ou que tu veux genre closer les gros clients qui demandent des preuves de ta sécurité, ou juste rassurer ton board puis tes investisseurs, mais Yak peuvent t'aider avec tous ces volets cybersécurité-là. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S/Yak, Y-A-C-K. Il y a mon entrevue sur le pod avec Cindy puis Nicolas. Il y a des capsules de vidéos éducatives, puis tous les détails pour les joindre. Ou sinon, tu peux aller direct sur yak.one, Y-A-C-K.one. OK? De retour au pod. Puis, est-ce que des fois, dans certains mandats, tu sens ou observes une compétition à l'intérieur du client? C'est-à-dire que le client te dit, mettons, Je peux faire ça chez nous. Ouais, le fameux build versus buy qu'on voit en software beaucoup. Quelqu'un qui dit, bah là, j'ai un ou une de mes devs qui est vraiment genre pro AI, puis comme AI build, puis ils ont fait une preuve de concept. D'après moi, je pourrais peut-être le faire à l'interne. Genre, tu le sens, tu le vois-tu, ça? Définitivement, là. Ça dépend des types de clients, mettons, là. Ouais. En entreprise technologique, c'est sûr et certain, là, que c'est constamment la discussion, on se cachera pas, là. Fait que souvent, nous, on arrive plus avec nous autres, on est là pour essayer d'éviter les erreurs. On va t'aider à prendre ta POC puis te dire comment te rendre en MVP. Puis après ça, on te donne on fait pas juste te donner les clés d'auto, on va te monter le guide, on va t'aider à monter le char, puis continue, puis t'es capable de partir, là. Going forward, t'es très autonome maintenant. Dans les PME, c'est un petit peu différent où, en fait, ils vont arriver des idées de comment, on a pris l'excel, on a gossé telle affaire, puis là, on est plus à essayer on sait pas comment faire la prochaine étape, là, fait que là, souvent, on les aide à faire les prochaines étapes. OK, fait que ça veut dire, il y a un désir de l'action puis de l'argent qui a été déployé en IA, mais il arrive à un genre il frappe un mur. Un mur de vibe coder un prototype. Genre. Puis là, toi, des fois... On reprend ça, puis on est comme, OK, comment on amène la prochaine étape, là? C'est cool ton petit vibe coding, mais comme... ta sécurisé, ton déploiement, tes permissions, des autres concerns qui sont peut-être moins bien mis ou j'aimerais ça changer telle couleur en haut, mais ça fait 10 fois que je m'en à l'autre puis il change rien finalement. Cette espèce de fixe-là, puis là, comme nous autres, on va rentrer dans le CSV puis on va te modifier finalement ton gabarit ou des trucs comme ça. Là. J'ai un exemple, là, pas qu'on fait du front-end, mais je donne un exemple ici. C'est ça, ouais. Fait que ça, par contre, une des affaires que je me pose comme question pour les firmes comme vous autres, puis même pour Nord.ai, tu sais, c'est quoi comment tu fais pour que, une fois que tu as accompagné un client, éduquer le client, implémenter peut-être des nouveaux processus, qu'ils soient IA ou pas, là, comment tu fais pour pas être le fucking gars de TI on call, que dès que quelque chose pète, il t'appelle à chaque fois? Parce que ça, c'est genre la peur que j'ai avec le service, man, tu sais, puis j'ai parlé à plein de monde. Ça arrive. T'as-tu un retainer de support de service? Nous autres, on va en 2 retainers. Finalement, en fait, on a un offre de service qu'on offre exactement comme ça. Après ça, il y a un petit peu de discussion à avoir avec ton client sur... il y a des éducations à faire sur c'est quoi du logiciel puis c'est quoi les attentes qu'il doit avoir sur la maintenance, sur les choses qui pourraient briser. Mais oui, là, ça arrive. Là. J'en ai en tête là, que... Des fois, je reçois des appels. Là, je suis en vacances, puis ça vient de briser. OK, c'est bon. C'est ça. Fait que tu as de ton staff que... question que tu n'aurais peut-être pas la réponse précise, mais dans, mettons, la bande passante de tout ton staff, il y a combien de pourcentage tu penses que c'est plus support, maintenance? Moins de 5%. OK. Fait que c'est pas genre... Non, on automatise bien des affaires, là. Ouais. Genre, mettons, là, nous autres, on a quand même beaucoup de RAG qui sont déployés. Fait qu'on monitor toutes les LLM qui sont dans les solutions de nos clients. Puis quand il y a une annonce comme quoi qu'il y en a un qui est discontinué, ça pogne, ça l'ouvre direct une PR, ça fait un issue, ça dit voici discontinué, voici un roadmap. Après ça, là, il me reste le petit bout que là, je veux créer des étiquettes dans Jira, mettons, là, pour vraiment le faire. Là, on est plus à la planification, mettons l'étape de planification comme on le sait que ce client-là va avoir un besoin, fait que là, on peut le contacter d'un point de vue de vente. Après ça, cliquer sur un bouton, puis paf, ça fait toutes les stories, tous les besoins qu'ils ont besoin de faire. Parce qu'il y en a beaucoup que c'est en dehors de changer le nom du modèle, il peut avoir un impact ou des fois, les pratiques ont changé. Mettons, ça fait 2 ans qu'on a développé, puis on est comme, regarde, on va t'améliorer telle affaire, maintenant, ça va être mieux, tu vas avoir mieux sa latence, tu vas sauver un peu ses coûts, puis là, on en profite pour faire un petit peu de clean, le grooming, là, finalement, puis on lui fait une proposition, puis maintenant, ça part en dedans de 24 heures, là, ça peut être réglé, là. C'est trop sick, ça. Le monitoring de qu'est-ce qui est déployé chez les clients versus le diff de la nouveauté. En fait, je le base beaucoup sur on a encore une version du code base, souvent. Fait que je le base sur le code base parce que des fois, on déploie dans le côté, des fois, on déploie chez le client. Puis quand on déploie chez le client, c'est plus difficile. Là. Souvent, j'ai plus d'accès. T'as plus accès, OK, ouais. Exact. Mais tu sais, on le sait, nous autres, là, qu'est-ce qu'on a fait? Fait qu'on a juste quelque chose qu'on monitore
Weekly ou bi-weekly, là, pas de même, là. Parce que toi, dude, dans le fond, j'ai plein d'idées, of course, comme tout le temps, puis le 3/4 de mes idées, je les ferai pas, là, mais genre, j'ai réfléchi à certaines idées d'affaires, mettons, disons. Puis, une des affaires que je trouve cool quand ta business est genre, c'est les high, c'est que t'as basically une partie de ton revenu qui est garantie de par l'innovation constante qui se passe, parce que les choses que tu implémentes ou que tu fais de la formation dessus change, man. Fait qu'à un moment donné, tu sais, of course, il faut que tu respectes le budget, le rythme du client et tout, mais tu peux facilement faire, check, là, le Sonnet 3 points je sais pas quoi qui run good enough, ça pourrait être 10 fois mieux. Tu veux-tu qu'on... Fait que t'as comme cette... Puis c'est pas vrai que c'est tout des juste une switch de change de modèle. Right? Mais souvent, la performance change, c'est ça l'affaire. Ouais, la personnalité du modèle change. C'est ça, là. Fait que t'as comme une partie d'intégration, de tuning, tu sais, qui va nécessiter. C'est pour ça qu'on fait des tests. Il y a des tests, des scénarios de tests qu'on fait finalement, puis après ça, on évalue, puis on leur déploie. Mais tu sais, le gros pain qui était au début, tu sais, quand t'en avais un temps, t'en as un deux, là, c'est pas si pire, là, tu peux te rappeler de mémoire c'est quoi, mais là, à un moment donné, c'était tout tracké, puis je fais, OK, on va juste, tu sais, on lit un repository, on se met à jour, puis on track tout ça automatiquement. All right. On entend beaucoup parler de multi-agent orchestration. Ouais. Fait que c'est, grosso modo, comment on définit ça? C'est genre, dans un Cloud Code, un codex, ou même, je sais pas, là, c'est quoi l'équivalent pour Google, là? C'est leur fucking truc qui s'appelait, c'est pas Gemini, c'est... Je me rappelle même pas comment il l'appelle. Ouais. Je suis pas été impressionné. Non? Je l'ai pas essayé. Anti-Gravity, c'est ça? Ouais. Moi, je suis pas été impressionné. Mais ça me c'était ça, oui. En tout cas, ils en sortent. Google, c'est ça qui est tough, man, esti. Ils sortent tellement de nouvelles affaires. Ils changent les noms souvent. Mais historiquement, tu check toutes les affaires qui ont sorti, puis il y en a plein qui ont killé. Ouais. Fait que t'es tout le temps comme, vas-tu... C'est encore... ça va-tu être là dans 6 mois, ça? Ou ça? Fait que, anyway, t'es dans un tool comme ça. Si tu travailles à partir d'une fenêtre de terminal ou dans une app desktop, tu peux avoir plusieurs threads, right? Où est-ce que différents agents utilisent les modèles puis font des actions pour toi. L'affaire, c'est que ça devient tough à suivre. Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, il y a un paquet de tools qui vivent dans une couche de OK, on va t'aider à orchestrer tous ces agents-là. Des fois, tu peux le faire direct dans le Cloud Code, mais d'autres fois, il y a des trucs comme Dorothy que les gars de Octave ont fait qui te permettent de faire ça. C'est quand même cool. C'est sick, man. J'ai fait des PR qui ont été acceptés, man. Aussi? Non, elle n'est pas encore acceptée. Charlie, let's go, Charlie. On break. Mais j'ai fait un build pour le Ubuntu. OK. Cool. Très cool. Fait que, mais je veux qu'on parle un peu de ça. Ma première question, c'est genre, vous autres, chez Baseline, utilisez-vous des systèmes dédiés pour du multi-agent orchestration? Puis après ça, on checkera chez les clients, chez certains clients, as-tu vu des affaires dans le genre? Ouais. Tu sais, il y a deux use cases. Il y a le use case où est-ce que les gens veulent rester dans Microsoft, puis c'est plus Copilot Studio, puis veulent faire des petites automatisations. Mettons. Fait que c'est pas du multi-agent. C'est genre, je mets un agent, je mets des automatisations. Il y a beaucoup de cas, ça va être ça, puis ça répond à bien des besoins. Après ça, il y a souvent où est-ce que c'est plus, on développe une fonctionnalité ou genre un nouvel offre, puis là, on fait tous les agents qui le font, puis après ça, on a un orchestrateur qu'on met par-dessus. Donc, souvent, ça va être très cool. Directement en Python, là, genre, puis là, souvent, en fait, c'est parce que les besoins sont très spécifiques, mettons, ou le scale est spécifique, mettons. Sinon, on va prendre des plateformes déjà existantes, là. Qui vont juste... Je sais plus, c'est pas moi qui fais ça. Je m'en rappelle pas par cœur, là. Mais j'essaie de me rappeler les noms, mais je sais plus qu'est-ce que c'est. J'ai fait une recherche là-dessus récemment parce que je voulais comparer Dorothy à d'autres affaires, puis honnêtement... il y en a quand même pas mal. Il y en a, mais qui cochent beaucoup de cases, là. Il y en a pas tant que ça. Parce qu'il faut que tu supportes différents model providers. Ouais. Après ça, il y a la traçabilité est tough aussi souvent. Ouais. Tout le layer d'intégration. Excuse-moi, pas d'intégration intégration avec des systèmes existants, genre Slack, genre Jira, genre je suis pas obligé de toutes les faire Telegram, toi-même. Exact. Après ça, t'as quoi, man, qui est bon dans les multi-agent orchestrators? T'as l'orchestrateur lui-même, le super agent qui appelle, mettons, dans Dorothy. Ça, man, genre, faut qu'il soit équipé en esti, là, cet agent-là, pour parler à tous les autres agents, comprendre tout ce qui se passe. Puis après, t'as le channel de communication, à quel point il est nailé avec ton orchestrateur. Tu sais, mettons, avec Dorothy, c'est dans Telegram. Ça marche 8, 9 sur 10. Je te dirais, des fois, il y a des petits hicks. Fait que, tu sais, t'as comme c'est vraiment un nouveau product set, genre. Puis, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment le fun, là, d'explorer ça, puis de voir comment tu... Fait que, OK. Fait que vous, des fois, vous avez des flows d'orchestration qui sont custom pour des clients. Ouais. Puis, une question pour toi. C'est beaucoup ce qu'on fait, là, présentement. Puis, mais tu vas-tu jusqu'à dire, OK, l'agent orchestrateur,
dans un flow multi-agent chez le client. Ouais. Je donne contact et accès au client à l'orchestrateur comme pour limiter comme les... En fait, dans ce contexte-là, c'est beaucoup les gestions des permissions. Là. OK, ouais. C'est là que ça vient un concern. OK. Après ça, d'être... tu sais, mettons, là, parce qu'il y en a que des trucs que je peux pas tout dire non plus, là, mettons, non, mais il y en a un exemple que, mettons, c'est une très grosse compagnie qui est dans les services de santé aux États-Unis. Et eux, le concern qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient essayé de développer, pour moi, c'était Langsmith ou, il me semble que c'est Langsmith, là, ils avaient essayé de développer tout ce qui est la traçabilité de leurs agents, puis la gestion des agents, puis ils avaient fait un rank, puis après ça, ils avaient essayé de faire des agents, puis le problème qu'ils faisaient face, ils avaient essayé avec Databricks, ils avaient contacté plein de gens, c'est qu'il n'y avait pas un enough enterprise grade level. Mm-hmm. Genre, c'est le fun, mettons, Dorothy, quand t'es une équipe de 20, très probablement, mais là, si t'as 200 000 clients ou 2 millions de clients, puis après ça, 10 000 emplois. Là, le scale commence à être différent. Puis c'est souvent dans ce niveau-là où est-ce que là, tu frappes les murs, puis il n'y a pas encore rien. Fait que la truc, tu sais que là, après ça, ils ont fait beaucoup de recherches. On a fait un peu de recherche d'un côté, du c'est plate de vous dire la réponse, mais il n'existe rien. Fait que c'est cool en même temps. Ça veut dire que vous êtes les premiers à le tester, puis vous allez pouvoir être top of the game par rapport à ça. Puis, il a fallu builder sur une source déjà existante. Okay. En open source. Puis là, on a racheté des features pour tout ce qui est la gestion autour de tous ces cossins-là. Là, on est plus dans le design de l'architecture de qu'est-ce que ça va faire. Puis le gros concern, c'est gestion des permissions. Il y a fucking de données sensibles. Ouais. C'est pas un agent qui s'en va pigner à mauvaise place chez un nouveau client. Puis il y a toute cette gestion-là des accès de l'orchestrateur, du contrôle de sécurité, des permissions, tout ça qui est à gérer. C'est plus que de l'orchestration. Là, c'est genre du pas MLOps, mais du AIOps, le genre. Autour de de tous tes agents que tu vas orchestrer. Parce que faire l'orchestration de la POC, là, ça n'a pas été compliqué. Là. Ouais. Mais après ça, c'est que d'un coup, t'es comme, OK, là, je veux le scaler avec toutes mes contraintes légales. Puis c'est ça, c'est là que ça vient un pain, là, tu sais. Puis mettons je suis un SaaS, puis je veux développer telle feature avec des agents qui vont faire telle affaire. Ta POC, elle va très bien fonctionner. Maintenant, tu veux le scaler, puis c'est là que tu vas frapper un mur. Puis ma question, pour essayer de la raffiner, ma question, c'est l'interface de communication ou de gestion avec ces systèmes IA-là que tu développes. Ouais. Ça varie d'un client à l'autre? Ouais. C'est où? C'est comment? Je suis curieux de voir le endpoint de genre... Ça varie d'un client à l'autre. Okay. Souvent, ça va être du custom. J'en ai pas de données présentement. OK, est-ce que tu as vu, mettons, du monde dire, moi, Dave, je veux pouvoir gérer tout ça, ce que tu nous as monté à partir de Slack, mettons. C'est pas souvent arrivé, mettons. Non? OK, fait que ça va plus... avoir des UIs peut-être dédiés. Ça va plus, c'est des UI, effectivement. OK, c'est bon. Ça. C'est beaucoup plus des UI. Bon. Pour moi, mettons, nous, on en a développé pour nous, mettons, des agents comme ça, on les gère beaucoup de Slack. Sauf que le problème avec Slack... Chez Baseline, mettons. Ouais. Le problème avec Slack, c'est qu'à un moment donné, il throttle. Tu peux pas envoyer 200 messages à la seconde, mettons. L'API Slack te throttle. Il y avait une couple d'affaires comme ça. Puis, there's so much you can do avec Slack aussi, là, en termes de formatting, en termes de formulaire que tu peux envoyer, puis en termes d'alerte aussi, là, que tu peux envoyer un user, là. Fait que c'est un peu là que ça devient problématique. Fait que c'est pour ça que nous, on est en train de rajouter une couche où est-ce qu'on va avoir un UI custom inspiré de différents projets pour pouvoir gérer cette orchestration-là. Okay. Parce que, puis tu sais, il me semble que j'en avais parlé la dernière fois, je suis plus sûr, mais moi, le concern que j'ai, c'est difficile de savoir sont rendus où les agents. C'est difficile, en fait, aussi juste tes automatisations sont rendues où par rapport à tes agents. Puis tu veux une vue macro, mettons, de la business, ça, il n'y a rien encore. Dorothy, on a un peu les features de ça. Là. Tu peux utiliser un genre de Kanban, puis tu vois tes agents sont en train de progresser. C'est exactement ça. Moi, je pense qu'on est à quelques mois d'avoir quelque chose comme ça. Je parle sur le marché. Là. Ouais, trop cool. Puis, on s'était parlé offline, juste en prep, là, avant le pod, de ce qui se passait un peu avec Claude puis Anthropic. On s'était dit qu'on allait faire une parenthèse là-dessus. Je vais essayer de résumer ce que je comprends de la situation actuelle. Puis là, on est quoi? Là? On est quelle date, man? On est le 9, me semble. 9 avril, c'est ça? Ouais, 9 avril. Fait que prenez ça avec un grain de sel si on est 2 mois plus tard. On est le 9 mai. Ouais. Mais dans le fond, il y a eu beaucoup de backlash sur Anthropic récemment. À cause de l'affaire militaire, là? T'as eu le fait qu'ils ont comme pas voulu travailler avec le gouvernement américain. Il y avait un statement d'éthique qui disait qu'ils voulaient pas aller dans cette direction-là. Puis là, le gouvernement américain a dit OK, mais avec toute la capacité puis le pouvoir que vous avez, vous devenez comme un supply chain risk pour nous autres. Si un joueur comme ça nous aide pas, c'est dangereux, blablabla. Fait que ça, t'as comme eu un chiard, mettons, là-dessus. Ouais. Mais plus récemment, ils ont
ils se sont rendus compte avec l'explosion de OpenClaw puis l'utilisation de cette espèce d'agent universel-là que il y avait plein de monde qui utilisait leur subscription cloud, mettons, pour faire rouler leur agent OpenClaw. Puis ça burnait des tokens à pu finir. Ouais. Puis eux autres, dans le fond, tu prends des tokens puis du computing power de Anthropic quand tu fais ça, mais t'es pas dans l'écosystème cloud. Tu deviens pas un user ou un champion ou un tripeux de Claude qui va recommander Claude aux autres. Tu fais juste vraiment utiliser comme une espèce d'intelligence sans aucun des artifices autour, mettons. Fait que pour eux, c'est comme ça coûte cher, puis tu crées pas des users fidèles nécessairement avec ça. Fait que ils se sont mis à couper ça, tu sais. Puis ils l'ont coupé, genre... La semaine passée, exact. Ils l'ont coupé de façon quand même... agressive. Là. Il y a du monde qui pétait des notes sur Twitter puis qui faisait des gros rants par rapport à ça. Qui ont compris c'est quoi la dépendance à un service. Aussi, exact. 100%. Puis quand tu creuses les economics, man, de genre des tokens puis du computing power, t'es là, genre... Ils font pas d'argent. Hey man, ils en brûlent, dude. Là. Ah ouais? Je pense que c'était la stat que j'ai revue une couple de fois, c'est ta sub à 200 US par mois. Si tu la full, là, genre, là, tu peux genre avoir l'équivalent de 5000$ de tokens. Which is... J'ai pas de la misère à le croire. Crazy, mais en même temps, là, j'écoutais un dude parler de ça sur Twitter, puis j'étais comme, pourquoi ils font ça? Économiquement, c'est pas viable, nan. Mais eux autres, ce qu'ils disaient, c'est que la majorité du monde maxe pas leur sub. Ouais. C'est juste les genres de crazy comme débiles, genre, qui maxent leur sub. Puis le monde qui maxe leur sub, puis qui deviennent basically dans le négatif, là, comme client pour mettons... Ils embarquent sûrement plein d'autres gens. Exact. Ça devient les champions des ambassadeurs. Ils font des screenshots de leur sub maxé. Ils parlent de Claude au souper de famille, tu sais. Fait que ça fait comme du sens. Sauf que là, via OpenClaw, ils maxent leur sub, puis ils s'en calissent de Claude. Tu comprends, genre? Fait que c'est ça que j'ai compris, genre, grossièrement. Puis ça m'a redonné un petit... pas un amour, mais un intérêt pour l'open source, de me dire genre, OK, il y a quelque chose de cool de je contrôle un peu mes costs, puis genre, comment je me gère, là. Mais qu'est-ce que tu penses de tout ça? On a une bonne discussion sur le Slack d'ailleurs là-dessus, là. Ah ouais? J'ai participé? Avec Octave, là, justement, là, qui ont fait Dorothy, tout ça. Pour moi, c'est des use cases différents. Les modèles open source sont souvent vraiment moins grands en termes de taille, donc souvent, par corrélation, moins bons à faire des tâches plus complexes. Exact. Si la job que tu veux faire, c'est une job simple de classification, très probablement qu'avec un petit modèle, tu vas réussir à obtenir des résultats. Mais écrire du code, tu passes à côté. Genre, on n'a pas encore réussi à prendre la connaissance ou la capacité des gros modèles puis l'emmener dans des plus petits modèles. Puis là, plus petits modèles, on parle de 2, 9, 13, 20, 30 milliards de paramètres. Les gros modèles, c'est un nombre incertain, mais on est certainement probablement autour des 5, 600 milliards de paramètres. Puis comme ça parle des premiers trillions là, qui s'en viennent. Oui, ils s'en vont vers les trillions, effectivement. Là. Fait que, tu sais, le range, là, c'est souvent de 20% de performance sur une tâche quelconque à 80-90% de performance. C'est énorme la différence. Puis le gain marginal entre chaque pourcentage coûte cher actuellement en termes de grosseur du modèle. Ça a aussi un impact sur l'inférence, ça a un impact sur plein d'autres affaires, la taille d'entraînement, etc., tout ça. Fait que l'enjeu de se dire, ah oui, je vais me prendre au lama, je vais me mettre un lama, whatever, 3, 30B, 40B, whatever, le modèle. Ben, si tu veux écrire du code, tu n'auras pas souvent des bons résultats. Fait que t'es comme un petit peu pris. Par contre, il y a beaucoup de tâches, tu n'as pas besoin d'une grosse machine. Tu sais, mettons que nous autres, souvent, quand on fait un RAG, le modèle qui va aller chercher dans ta BD pour trouver les documents pertinents, là, c'est la version la plus petite qu'il n'y a pas. C'est ça. Parce qu'il est souvent très bon pour faire ça. Fait qu'après ça, quand tu es rendu à la génération, là, tu veux ton gros modèle. Fait que si ta job, mettons, tu veux juste classer des tickets Jira, ben, montre-toi effectivement une architecture. Sauf faut juste que tu sois conscient, il va falloir que tu gères du hardware, il va falloir que tu gères de la complexité, il va falloir que tu gères d'autres affaires que tu n'as peut-être pas les skill sets pour le faire. Puis, ça te prend quand même une pas pire machine. Oui, là, on commence à avoir des machines où est-ce que tu as plein de RAM, mettons, que tu es capable de pouvoir supporter le modèle, puis ça va bien, mais il y a quand même une certaine complexité. Pas que c'est impossible, faut juste que tu sois conscient que tu t'embarques dans ce scénario-là. T'sais, déployer des modèles, ça peut bien aller comme ça peut mal aller. Tu as un changement d'une version d'une librairie PyTorch, puis là, tout vient de casser, VLLM vient de planter, Olama vient de casser. Puis, fait il y a beaucoup de trucs à gosser qui peuvent faire chier. Se monter un infra pour faire ça, in-house. Tu sais, moi, je ferais jamais un front client pour l'instant encore, là, ou sinon, ça va te prendre beaucoup de cash. Là. On parle de millions de dollars de monter ça. Si t'es comme, mettons dans le cas d'Octave, c'est comme nous autres, on a des besoins plus à l'interne, où est-ce qu'on veut classer des jobs, faire des affaires de même, ben, on s'est monté un infra pour gérer ça, puis tout prendre des tokens. Ça a fucking du sens. Vraiment. Mais il y avait le skill set aussi pour le monter, le serveur. Ouais. Puis pour le gérer, puis tout faire l'hardware. Si tu l'as pas,
ça se peut que tu vas t'embarquer dans un projet difficile. J'ai entendu des entreprises, des PME qui ont on va avoir notre propre modèle. Hey, c'est un gros projet là, que tu te montes avec ça. Là. All right, folks, un petit shout-out à Poka, employeur premium, ça se passe. Poka, c'est la plateforme de travailleurs connectés qui aide des usines comme Nestlé, Mars et plus à former puis à outiller leur équipe terrain. Il y a plus de 250 000 utilisateurs dans 55 pays. Ça a été acheté par IFS en 2023, mais l'équipe produit et plein d'autres continuent de rouler de façon autonome, autant à Québec qu'à Montréal. Puis en ce moment, ils cherchent du monde vraiment sharp en engineering. Donc, on parle de dev backend, dev mobile, des development managers. Ils cherchent aussi brand designers, stratèges de contenu, un paquet de beaux rôles sont ouverts. Puis tu sais, c'est vraiment du vrai enterprise SaaS, c'est-à-dire qu'il y a des beaux défis techniques sérieux. On parle d'intégration avec genre 100 plus systèmes, du AI en prod, puis même une app Vision Pro. Fun fact, ils ont des employés que ça fait longtemps qu'ils travaillent chez Poka, donc 7, 8, 10 ans. Puis quand tu pognes le cap du 7 ans, tu reçois une paire de AirPods Max. Puis quand moi, j'ai chillé là-bas puis que j'ai visité les bureaux, j'en ai vu plein dans le bureau. Fait que je trouvais que c'était une belle touche. Check leur offre d'emploi sur saspace.com/emploi avec un S. Tu vas tomber sur le job board. Les offres de Poka sont highlighted au top du job board. Ou sinon, tu peux aller directement sur poka.io, cliquer sur l'onglet « Carrière » dans le footer. poka.io. Tu cliques sur l'onglet « Carrière » dans le footer. All right? De retour au pod. Puis, c'est quoi le router? Là? C'est OpenCode ou autre chose? Là? Le gros router de plusieurs modèles? Là? OpenRouter. OpenRouter? C'est ça que tu parles, là? Que tu calls par API, puis... Ouais, que t'es comme plugué sur un API qui, lui... OpenRouter, exactement. OpenRouter? C'est vraiment intéressant comme offre. Ça, c'est un petit peu différent. Là. Tu sais, les autres, c'est que finalement, c'est plein de serveurs de données un peu partout dans le monde qui déploient sur des GPU, justement, des modèles. Ouais. Fait qu'eux, ils gèrent la complexité de tout ça, puis toi, tu peux payer à l'utilisation directement les tokens. Fait que tu as accès aux gros modèles aussi. Tu as accès à peu près tous les modèles disponibles. C'est sûr que tu possèdes pas toute la stack. Ouais. Tu sous-traites quand même une partie de ça, mais ça te permet d'accéder à beaucoup de choses de manière quand même intéressante. Moi, mettons, il y a des tests que j'ai fait de mon doctorat, j'ai pris OpenRouter pour tester genre 50 modèles, là. Puis j'ai pigné l'API à pas possible pour des peanuts, là. Eux autres, ici, ils font pas beaucoup d'argent, là. Ils font probablement pas beaucoup d'argent, là. C'est VC-backed, man. Qu'une idée. J'ai commencé à parler à pas mal le monde qui font du voice building, là, des voice AI agents puis tout, puis c'est ressorti comme tool. Puis de ce que tu viens de dire, je trouve que c'est cool. Probablement en prod, là, tu sais, je suis pas assez bon pour comprendre exactement comment tu l'utilises, mais définitivement en prototype puis en testing, de te dire, OK, man, moi, mettons, j'ai un output conversationnel ou genre d'analyse que je veux tester pour une plateforme que je veux monter. T'es pas online, tout ça. Très bonne plateforme pour ça. C'est pas que ça, tu essaies de voir les outputs de tous les modèles puis tout, c'est quand même cool. C'est sûr que tu veux faire du live processing, là, c'est là que tu vas avoir peut-être un peu plus de redondance, un plus de, il y a d'autres critères qui se rajoutent dans la complexité, mettons, de tout gérer ça, que c'est un petit peu moins bien répondu, probablement un peu plus de complexité à le faire, mais tu as aussi des concerns de tout ce qui est où est-ce que tes données sont traitées, hébergées. Mettons que tu es dans la santé, OpenRouter, c'est une très bonne alternative pour ça, parce que tu peux gérer ta localité d'exécution. Chose que tu as des fois moins accès avec d'autres joueurs. T'sais, OpenAI, c'est pas mal juste aux États-Unis, là. Tu peux le passer à travers Azure, tu peux le passer à travers d'autres choses, fait qu'il faut que tu ailles ailleurs. Là. Puis là, une des grosses annonces récentes récente au moment où on enregistre, je rappelle, là, c'était Gemma de Google. Oui, on a sorti Gemma 4, me semble. Gemma 4, puis ça, c'est... explique-moi donc, c'est quoi, dans le fond? C'est comme un modèle c'est un autre compressé, genre? Ben, en fait, c'est que, bon, il y a différentes techniques. Souvent, il y a comme... Bon, tu peux partir un LLM puis dire, je pars from scratch, j'y apprends à faire le prochain mot prédire le prochain mot le plus probable, puis je peux faire ça, là, apprendre mon modèle à apprendre. Après ça, on a eu un deuxième courant, mettons DeepSeek, c'était une des grosses contributions de DeepSeek, ça a été, on a fait un tabarnak de gros modèles. On a pris le gros modèle, on a fait du teacher learning. Donc, on prend le gros modèle, puis on sert de ça pour entraîner des tâches sur un plus petit modèle, qui est plus petit en termes de taille, puis que tu veux, le modèle apprenne à peu près, apprendre plus vite des tâches avec moins de paramètres, puis d'enlever un peu le bruit qui va se trouver dans le gros modèle. C'est de la distillation, ça? Ou... Distillation, c'est différent. Okay. Distillation, c'est que tu prends le gros modèle, tu fais du pruning, t'enlèves des nœuds qui servent à rien ou qui semblent servir à rien pour réduire la taille. Okay. Fait que c'est comme, tu te rappelles, on a fait comme notre gros fichier Excel, là, qu'on faisait les mathématiques, là. Ben, c'est comme si tu passes là-dedans, t'es comme, hey, ce chiffre-là, il est jamais utilisé. Moi, l'enlever. Il sert à rien. Il sert à rien. Puis là, t'essaies de réduire un petit peu ta dimensionnalité de ta matrice comme ça. Alors que dans l'autre, c'est que tu pognes ton gros calice d'Excel, puis là, tu te dis, hey, apprends, je vais te demander de faire telle tâche. Hey, lui, la réponse, il va donner un petit peu, il va t'aider à donner la réponse, fait qu'il va apprendre plus vite. Okay. C'est une méthode qui existe depuis quand même assez longtemps. Ils l'ont juste fait d'une manière vraiment intéressante pour réussir à le faire. Puis,
Gemma, de mémoire, c'est du teacher forcing qu'ils font. C'est que tu as un gros modèle qui éduque un plus petit modèle, puis ils ont différentes tailles de modèles qu'ils ont faites. Fait qu'il y a peut-être aussi de la distillation dans le processus là-dedans aussi qu'ils utilisent. Fait que des fois, c'est un ensemble de les méthodes aussi qui sont faites. Puis l'objectif, c'est d'avoir des petits modèles de genre 2 milliards de paramètres qui ont de la performance équivalente à, anciennement, mettons, Llama 3 à 30 milliards de paramètres. C'est ça qu'ils essaient de faire. Puis ça, est-ce que le reinforcement learning, c'est une technique qui est utilisée pour passer un peu du gros au petit, là, ici, ou ça n'a pas rapport? Le reinforcement learning. Le reinforcement learning, l'approche que tu veux faire, c'est un peu comme le chien de Pavlov. Lorsque tu veux entraîner un behavior, un comportement, tu vas, mettons, le chien de Pavlov, là, c'est je te donne la nourriture, je te donne une cloche, je te donne, etc. Tout ça. Le reinforcement learning, le paradigme, là, je vulgarise un peu, c'est que tu donnes un genre de reward qu'on appelle numérique pour faire en sorte que ton modèle suive un comportement. Le problème, c'est que tu peux faire des comportements complètement aliénés, de genre, je tourne en rond pour aller chercher des biens, mais je finis jamais le jeu, mettons. Bon, c'est quand même le bateau, là. C'est quand même très drôle. Là, des psychs, eux, ce qu'ils ont utilisé, c'est effectivement des modèles, des algorithmes de reinforcement learning pour le faire. Le problème avec les algorithmes de reinforcement learning, c'est que c'est fucking tough à optimiser. C'est vraiment compliqué parce que tu donnes un signal. Le plus difficile, c'est de trouver le bon signal à donner pour encourager un comportement que tu vas aller dans la bonne direction, disons. Ce qu'eux, ils ont fait, c'est qu'ils sont arrivés, ils ont dit, OK, on va faire ça, mais au lieu de dire, mettons, t'as gagné ou t'as perdu un jeu ou une affaire comme ça, ce qu'ils ont fait, c'est, je vais dire, t'as respecté mes instructions. Je t'ai demandé de faire de quoi? Je veux que tu m'output en faisant des tags. Je veux que tu m'output. Puis ils ont fait comme plein de rewards comme ça. Puis ils ont réussi à entraîner un très gros modèle fucking plus rapidement qu'est-ce qu'on faisait avant. Fait que l'ARL, après ça, on peut s'en servir effectivement pour entraîner un modèle plus petit. Il y a d'autres algorithmes qu'on peut prendre aussi, là. Mais il y a différents algorithmes. Puis c'est effectivement une approche qu'on peut prendre pour faire ça, de dire oui, vous avez collectivement atteint la tâche ensemble, par exemple. Puis l'impact d'avoir un modèle avec beaucoup, beaucoup moins de paramètres, donc plus léger, si je comprends, comme un Gemma. Genre. Est-ce que c'est juste dans le privé, dans le closed source, on le voit dans l'open source? On le voit dans tout ça. OK. Mettons, les modèles d'OpenAI, il y avait beaucoup de modèles GPT qui semblaient être des distillations ou peut-être teacher forcing. Des fois, c'est quoi le deuxième? Qu'est-ce que c'est teacher? J'ai pas compris. Teacher forcing. Teacher forcing. Exact. OK. Je connais pas ça pas en tout. Le teacher forcing, mettons, la manière de le faire, c'est que je vais te demander de prédire une phrase. Tu vas prédire le prochain mot. Tu vas prédire le deuxième mot. Puis là, je vais te dire, hey, quand tu vas prédire le deuxième mot, je vais te dire c'était quoi la bonne réponse du premier mot. C'est un teacher qui force la réponse. Là, quand tu es rendu au troisième mot, mettons, on va dire le chien boit, puis là, toi, t'as écrit, mettons, la patate, puis là, t'es comme non, c'est pas sa réponse, je voulais, je te donne la bonne réponse, puis je te laisse continuer. Fait que finalement, ça permet d'arriver plus vite à la bonne réponse. L'entraînement est moins long du modèle. Exactement. C'est ça? Okay. Exactement. Wow, OK. Il y a d'autres manières après ça d'arriver à cette destination-là, dans le fait, mais ça, c'est la méthode la plus traditionnelle qu'on peut le faire. On a arrivé avec d'autres algorithmes autour de ça. Bref, les modèles d'OpenAI, il me semble la version 4 avait des versions mini, des versions pro, des versions ça, qui étaient très probablement des distillations. Okay. Puis très probablement qu'à d'autres étapes, ils ont peut-être intégré certaines ou plusieurs de ces méthodes-là qu'on parle. Là. Souvent, là, c'est 4, 5, 6 méthodes d'entraînement. Là. C'est quoi l'impact pour nous comme users? Ça veut-tu dire que la trend va aller vers réussir à faire des modèles powerful plus petits qu'on va tout pouvoir runner sur notre laptop et notre cell, puis genre, ça va nous coûter moins cher? Ou y a-t-il un trend qu'on veut highlight à propos de tout ça? Y a certainement un trend. Bon, mettons, tu prends Claude, si tu arrives à les mêmes performances de Claude, mettons 4.6 à la moitié de la taille, ça veut dire que pour Anthropic, tu viens de couper significativement ton coût d'infrastructure. Fait que c'est très intéressant d'un point de vue économique. Fait qu'il y a certainement pour ces joueurs-là un intérêt à continuer à améliorer la performance du modèle tout en réduisant la taille. Ou de dire, je sors un prochain modèle, mettons, qui est, je vais dire 4.7, qui est beaucoup plus gros, mais j'ai une version 4.7 small, que là, je suis de la même taille que 4.6, mais il est meilleur que 4.6. Fait que c'est beaucoup cette tendance-là. Pour l'autre catégorie, qui est les modèles beaucoup plus open source, parce que le privé n'a pas démontré d'aller mettre en place des modèles qui ressemblent à des modèles de taille de 2 milliards de paramètres comme la Gemma 4, mettons. Là. Ouais. Ces modèles-là semblent être plus intéressants pour faire de l'inférence, mettons, d'avoir du Edge AI qu'on appelle, de genre, je l'ai sur mon téléphone, puis je peux avoir un rack sur mon téléphone, mettons, genre, avec toute ma base de données locale. C'est super intéressant pour d'autres use cases ou des robots. Ou des shit comme ça qui pourraient se faire. Là, mettons que je pourrais avoir un robot avec des capacités plus intéressantes. Puis il y a aussi l'aspect pour l'académique d'avoir accès à ces modèles-là open source de plus petite taille nous permet de prototyper des choses qui peuvent après ça se transposer vers les gros. Mettons, je travaille actuellement sur quelque chose où est-ce que l'hypothèse qu'on émet, c'est que
il y a certains langages que c'est plus facile à apprendre pour les modèles du fait de toute la structure grammaticale ou de la manière qu'on écrit la langue. Ouais. Mettons, tu prends des langues qui seraient très structurées ou que moins de structure, mettons comme l'anglais, par exemple, par rapport au français, qu'il y a plein de règles plus complexes à faire, ben l'hypothèse, c'est de dire que si tu apprends le français, tu vas apprendre plus vite la langue parce qu'on peut te donner des règles grammaticales pour réussir à le faire. Fait que là, on sort de petits modèles pour démontrer que ça fonctionne. Puis si la théorie fonctionne à une plus grande échelle, ben là, on peut faire que, hey, on pourrait se servir de ça pour améliorer les gros modèles et réduire leur taille encore une fois. Fait que ça joue beaucoup des deux côtés. Trop sick. Merci, man, pour cette éducation-là. Je vais essayer de lire et comprendre plus, entre autres, le teacher forcing. On dirait que ça, c'est comme la première fois. Puis distillation, je vais l'article de Debussy qui est quand même intéressant à lire. Il y a quand même pas pire de maths, par contre. Là. Mais tu peux passer par-dessus assez vite. Là. Mais c'est un article quand même très intéressant pour l'approche qu'ils ont faite. Là. Okay. C'est une belle innovation. Puis, c'est ma curiosité personnelle qui l'emporte. Fait qu'avant de move on, je veux la poser. Mais là, Anthropic, ils ont teasé ou leaké qu'il y avait un gros modèle qui s'enlevait, qui s'appelait Mythos, je pense. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Mais qui est supposément qui était tellement puissant par rapport à trouver des zero-day exploits, fait des failles en cybersécurité, disons. Qui n'ont pas voulu le lancer tout de suite. Qui n'ont pas voulu le lancer tout de suite. Puis l'autre raison qu'ils ont donnée ou qui a été mentionnée dans l'univers tech, c'est genre c'est tellement puissant comme modèle qu'on veut pas que, mettons, des compagnies chinoises aillent distiller ce modèle-là pour aller siphonner une partie des capacités. Fait que là, moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est la distillation, là, je vais essayer de le dire vraiment vulgaire. Là, c'est genre, mettons, là, Claude Mythos sort. Boom. C'est accessible à plein de compagnies, plein d'users individuels. T'as une compagnie chinoise ou avec de la mauvaise foi, peu importe laquelle, dit parfait, nous on va spinner un chier d'accounts différents, une chier de fausses compagnies ou faux accounts, peu importe c'est quoi, puis on va pigner ce modèle-là à pu finir avec des tests ou genre des évals ou des use cases que nous, on a pour essayer de voir comment le modèle répond. Puis on va tellement le faire à scale, cette espèce d'attaque en surface-là du modèle, qu'on va être capable de dire « OK, c'est le même qui marche. » Puis là, nous, cette logique-là ou cette power-là, on va le mettre dans notre modèle. C'est ça, genre? Bon, il y a deux manières tu peux extraire l'information d'un modèle déjà existant. Je ne suis pas certain que l'API d'Anthropic permet de faire un de ces deux modèles-là, par contre. Bon, mettons, on prend OpenAI pour... Quand on fait du teacher forcing, surtout qu'est-ce qu'on va essayer d'extraire, c'est ce qu'on appelle les log probes. Les log probes, là, c'est la probabilité qu'on pense qu'un mot est le prochain mot le plus probable. Quand tu génères une séquence, le modèle, ce qu'il fait, là, c'est qu'il va avoir un long vecteur là, qui va avoir plein de probabilités, puis un log probe, c'est juste que t'es pas dans tu sais, l'exponentiel, là. Bon, t'es dans un espace comme ça. Okay. Puis on appelle ça un log prog parce que tu ramènes avec le logarithme pour réussir à avoir une probabilité qui somme à 1. Okay. Grosso modo, c'est solide. Et lorsque tu as ce vecteur-là, tu es capable de faire crissement les affaires. Okay. Ton OpenAI, je suis assez certain qu'il l'offre pour la plupart des modèles. Fait que ça, tu peux le pogner, tu peux essayer de rentraîner un modèle avec ça parce que tu as beaucoup de connaissances. Tu demandes déjà générer des séquences, tu vois qu'est-ce qu'il génère comme séquence, tu lui poses une question, mettons, mathématique, tu vois qu'est-ce qu'il y a eu à chaque étape, tu pognes ça, puis tu peux entraîner un autre modèle avec ça. Okay. Je ne suis pas certain qu'Anthropic permet d'aller chercher les log prog, fait que c'est peut-être un morceau qui manque. L'autre manière que tu peux t'en servir, c'est juste tu lui poses des questions techniques, puis tu regardes la conversation que tu es capable de générer avec, puis tu sors de ça comme un dataset d'entraînement. C'est ce que je pense qu'il est plus probable qu'ils vont faire. OK, c'est bon. Il y a peut-être une autre technique que je connais pas, mais je m'attendrais plus que ce soit ça. OK, trop intéressant. C'est du multi-hop, là, finalement, de genre, je te pose une question, je renchéris, je fais plein d'étapes comme ça. Multi-hop? Multi-hop. Multi-hop. Mop étant, je fais plusieurs éléments de conversation. Okay. Je pose une question, j'ai une réponse, c'est single-up. Si j'en ai plusieurs, c'est multi-up. Tu pognes ça, tu fais un dataset, puis tu entraînes le modèle à partir de là. OK, très cool. Fait que c'est une manière de distiller la connaissance. Exact. Mais dispendieuse. Mm-hmm. OK. All right, folks. Petit shout-out à Leviat Légal, partenaire certifié, ça se passe. Incorporer ta boîte, négocier un term sheet ou juste avoir des contrats qui ont de l'allure, sont là pour ça. Leviat, c'est des avocats qui comprennent actually la business tech. Donc, t'as pas besoin de payer pour leur expliquer comment ça marche un SaaS. Ils ont représenté un solide chunk des fondateurs au Québec dans leurs transactions. Plusieurs de ces founders-là qui sont d'ailleurs venus sur le pod. Puis les reviews sont 5-star, baby. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Tu peux aussi écouter l'épisode 142 avec Guillaume Falardeau, le fondateur. OK? De retour au pod. J'ai mentionné OpenClaw rapidement. Ça a été tout qu'un moment, je pense, en AI puis tout ça. Là. Fait qu'on va pas rehash toute l'histoire de OpenClaw, mais chose certaine, ça a comme ouvert une catégorie de façon plus sérieuse dans le monde du AI qui est genre
ton assistant AI universel qui peut tout faire pour toi, que tu y parles à une place, un peu personnalisé, là, puis tout ça. Il y a d'autres choses qui ont sorti. Every, que je suis beaucoup, ils ont sorti Plus One, NanoClaw, t'en as un paquet qui ont sorti en disant Perplexity Computer, nous on va attaquer, mettons, une affaire que OpenClaw fait mal, ou genre nous on double down sur une affaire qu'OpenClaw fait bien, peu importe. C'est intéressant comme space, mais toi, c'est quoi ton read sur ces outils-là, d'un point de vue personnel, d'un point de vue baseline, puis dans tes clients? Un point de vue personnel, c'est sûr que la promesse d'avoir un assistant qui comprend tout ce que tu fais, comme tu parlais tantôt, qui peut juste prendre des idées, ce serait magique. Genre, c'est une très grande promesse. Après ça, je pense que ce qui s'est beaucoup passé avec ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de bullshit autour de ça aussi, là, de genre que des gens qui disent moi j'ai monté une business à 1 milliard, t'es comme OK, puis là tu regardes, t'es comme non, pas en tout là. L'exécution, pour moi, mettons, une solution comme OpenClaw a probablement aussi atteint un niveau de performance aussi élevé avec des récents progrès dans des modèles comme Opus, mettons, qui est calissement sharp. Fait que ce genre de solution-là est juste un très bon outil à mettre à tour. Ça reste que le LLM est une composante, mais si t'as pas une bonne manière d'interagir avec le LLM, t'arriveras pas à obtenir des bons résultats. Puis OpenClaw, c'est ça qui est venu rassembler finalement, qui était très intéressant. Là, de se dire, est-ce que tout le monde va avoir son agent comme ça? Économiquement, ça va être très difficile à justifier, là, mettons. Fait que, je pense pas que c'est tout le monde qui va avoir un agent pertinent ou tout le monde qui va avoir une valeur à ça. Puis je pense qu'un agent comme ça est pertinent dans la mesure où est-ce que tu as beaucoup de données qui est numérique. Mettons, là, ça parle, ça va s'enregistrer, on préfère de quoi avec ça. Mais si on se parle, il n'y a pas de micro, là, il s'en ravocale, tu sais. Fait que ça l'emmène à un contexte parce que tu as besoin de plus souvent enregistrer tes rencontres pour extraire la valeur de ce genre de solution-là. Puis ça veut dire que c'est pas éligible à tout le monde. Mettons, tu travailles sur mettons, tu travailles dans une shop, il y a du bruit, il y a du son, tu n'arriveras pas à marcher. Vous n'êtes pas assez technophile, puis faites une rencontre, vous avez un laptop au centre, ça va rien vous donner une solution comme ça. Fait que ces solutions-là, pour moi, je pense, sont très hautes, parce que c'est beaucoup du monde technophile qui sont allés chercher. Fait que je pense que j'ai de la misère à avoir la pleine transformation de ça pour les entreprises moyennes. OK. Puis je pense que la valeur est vraiment super intéressante actuellement pour des petits joueurs, je parle en termes de grosseur d'équipe, parce que tu peux crissement forcer des nouveaux processus qui sont 100% numériques, puis aller fucking plus loin avec ça. Fait que tu jouais un peu avec certains de ceux-là? Moi, j'ai bien aimé. Moi, il y a des trucs que moi, j'ai repogné, puis j'ai juste hors-buildé de mon côté. Je pense qu'il y avait plus de sens dans les fois qu'on va avoir qui est 100% Claude, mettons. Mais il y a des bouts... Je pense qu'il manque encore des morceaux pour que ce soit pertinent encore une fois, à plus large échelle. Comme, tu es un solopreneur, courtier immobilier, puis qui va automatiser ses process pour avoir son argent, là, c'est en tabarnak, là. Mais tu es un cabinet de 50 de courtage, ça va être tough. OK. Puis, toi, t'en penses quoi? Hey, dude, tu sais, moi, j'avais essayé d'installer OpenClaw, ça avait été un peu difficile pour moi. Tout buildé, là. Tout. Il y a une couche technologique, là. Exact. Par contre, le haha moment de quand t'es dans un chat app comme WhatsApp ou Telegram dans mon cas, puis que là, t'as juste cette espèce de super agent-là qui te connaît quand même puis qui est connecté sur la majorité de tes données. Ton knowledge, puis tu peux juste, tu sais... Demander de quoi, déployer des trucs, puis c'est quand même très hot, dans le back-end, c'est un feeling de fou là, quand même. Fait que moi, je l'ai revécu ça avec Dorothy parce qu'ils ont comme une intégration avec Telegram. Ils ont un super agent orchestrateur que c'est avec lui que tu parles dans ton Telegram. Puis si Dorothy est ouvert, puis ton ordi est ouvert, genre, tu sais, moi, après ça, j'ai une chier d'agents en dessous. Là, j'en ai un pour le design, pour la recherche, pour le contenu, pour mes ops personnels, pour, je sais plus, là, ça finit le code. J'ai des side projects d'app. Puis, tu sais, juste pouvoir être, mettons, t'es passager dans un char, tu fais ça. Tu penses à de quoi, Tu penses à de quoi, ou genre, hey, check donc s'il y a des réserves de dispo au Ono pour moi et ma blonde samedi, puis ça navigue. Puis parce que dans Dorothy, tous mes agents, quand ils startent une session, sont aussi connectés sur une session Chrome. Fait qu'ils peuvent aller naviguer partout. Comme c'est insane, genre, tu sais, je trouve ça complètement débile. Mais c'est ça, je pense que c'est genre à utiliser avec précaution parce que... Tu peux donner des données confidentielles là-dedans. Beaucoup de trucs confidentiels, fait que moi, j'essaie de... Tu
sais, quand je l'utilise pas là, ou que je débuzz, ben je ferme l'extension Claude for Chrome, je ferme mon Chrome, puis je ferme Dorothy juste au cas où que je sais pas, man, je dise une niaiserie ou qu'il run une scheduled job, puis là, la scheduled job, elle marche pas, genre. Ouais. Puis là, il essaye de brute forcer, je sais pas trop. Fait que c'est ça. Mais il y a un truc que j'avais le goût d'essayer, là, parce que là, j'ai une couple de cossins que j'essaie de vendre sur Marketplace. Puis moi, Marketplace, ça me purge. Sam Chenard l'a fait. J'ai exactement le goût d'essayer ça, de dire, hey, connecte-toi sur mon Facebook Messenger, gère-moi la vente de tous ces cossins-là. Ouais. Je veux juste, tu sais, le monde qui sont comme, si tu es encore disponible, tu leur réponds, il n'y a plus de réponse, là. Tu fous Claude en arrière de ça, puis go, vends-moi tout. Je pense que je vais l'essayer, là, parce que là, j'en ai une couple à faire, là, puis j'avais vu quelqu'un qui avait fait ça, j'ai dit, c'est une bonne idée, puis c'est prendre une bonne manière de résoudre le problème, là. Ouais. Moi, c'est ça. Moi, c'est ça. Tu nous en redonneras des nouvelles. Alors, on va shift gears un peu, changer de vitesse un peu, man. Il y a comme je te disais, là, je fais un peu de recherche de marché pour mieux comprendre le space des voice agents en AI. Ouais. Fait que j'ai parlé à plein de builders, puis je vais sûrement écrire là-dessus éventuellement. Puis un des points qui revient quand même souvent, que ce soit avec le voice, mais avec l'AI en général, c'est la souveraineté des données. Puis tu sais, tu te rends compte que on est soit dépendant ou du moins très, 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 très lié au modèle américain en termes d'AI, mais aussi aux infra américaines en termes de hosting, déploiement, tout ça. Fait que, tu sais, on en parle de tout ça, puis il y a des tensions géopolitiques, puis je comprends l'espèce de game theory de ne pas dépendre 100% de quelqu'un qui peut être adversarial, là, mais genre, y a-t-il un plan B réaliste, là, genre de souveraineté, genre Keb, ou c'est comme on pèle des nuages? Là? Ça dépend c'est quoi que tu inclus dans cette souveraineté-là. Mais mettons que je dis... mettons, juste les données au moins, juste genre... Héberger des données, c'est faisable. C'est ça. Genre, tu sais, on a déjà... Centres, on en a, là. Micrologic est un bon exemple. R2I, Qscale. Ben, Qscale, ça se peut qu'il va être vendu américain. Ah, c'est vrai qu'on le sait. Fait que, tu sais, il y en a. Maintenant, tu sais, de la donnée, c'est tel que tel. C'est des ordinateurs, des serveurs, des disques durs. Des modèles LLM, c'est plus gros. Moi, j'ai eu quelques discussions avec des joueurs qui sont intéressés à faire ça. Je sais pas si c'est rendu où. C'est possible qu'il va y avoir un joueur qui va se lancer ou des joueurs qui vont se lancer là-dedans. Le problème, ça reste quand même, c'est complexe de monter une infrastructure pour ça. Après ça, tout faire. Tu sais, de ce que j'ai compris, ce Qscale, avant la première pelletée de terre, tout était déjà loué là, dans GPU, là, eux autres. Fait que, tu sais, faut que ça se décide assez vite la manière d'offrir ça. Fait que c'est un beau rêve. Maintenant, ça sera pas demain, là. C'est ça l'affaire. Ouais. Mais en fait, en tout cas, c'est qu'il y a tellement de l'avance, genre, en innovation, en machine learning, deep learning, tout ce que tu veux, dans ces labs-là américains, que je suis comme... comment tu veux... Ben, il y a quand même beaucoup. Ça serait-tu un play plus d'utiliser de l'open source, nous, genre? Mais là, t'as tout le temps un diff d'innovation que t'es en arrière un petit peu, genre? Ben, l'innovation quand même canadienne en IA est pas non plus laissée de côté. Après ça, je pense qu'il faut... ça dépend de ce que tu considères comme innovation. Mettons, développer des nouveaux modèles LLM, effectivement, on n'en a pas en fait, on a Cohere, qui est canadien, qui en développe. Après ça, mettons, ton équivalent en français, t'en as quelques-uns aussi français, t'as Mistral, t'en as quelques-uns. Après ça, si tu inclus là-dedans l'innovation d'un point de vue de, les progrès technologiques qui nous permettent d'aller chercher des morceaux comme ça, la recherche dans cet univers-là est assez ouverte, qu'on n'est pas nécessairement dépendant de ces centres de recherche. Tu as des centres de recherche privés, mais tu as des universités qui en produisent à pelleter aussi. L'enjeu, c'est plus que... C'est le computing. C'est ça, l'accès au computing pour pouvoir faire ça. Mais tu sais, je ramène à ce que je disais tantôt. Mettons, moi, mes travaux, il y avait beaucoup de choses que je travaillais des petits modèles, je démontrais des trucs, je l'emmenais à une portée un peu plus grande avec un plus gros modèle, j'allais vers un modèle privé pour montrer que ça fonctionnait à l'échelle. Ben, tu sais, j'ai juste ce morceau-là que j'étais dépendant. Le reste, j'étais capable de pouvoir le fonctionner sur mon ordi ou les setups que j'avais. Fait que t'es capable de quand même pouvoir faire l'innovation, mais c'est sûr que si tu dis, moi, je suis un chercheur puis je veux développer le prochain modèle Opus 4.0, oublie ça. Genre, tu pourras pas développer le prochain nouveau modèle. T'as pas l'argent pour faire ça. Mais tu peux peut-être trouver des innovations qui vont aider ces différents outils-là à s'améliorer. Ça, c'est faisable. Mais quels outils? Des nouvelles méthodes d'entraînement. Okay. Mettons, je te parlais de cet algorithme de DeepSeek, là, c'est une plus grosse place qu'il a développé, mais
cette idée-là qui a été faite, là, comme tu peux la revoir une coche plus haut, qui a été développée par un chercheur de San Francisco, puis que j'avais déjà regardé son article, puis c'était comme exactement sa méthode, ils l'ont pris, ils l'ont amélioré, ils ont corrigé des affaires, puis tu sais, c'est tout un fil linéaire, puis tu as des contributeurs là-dedans qui sont un peu partout dans le monde, tu sais, Canada, Chine, États-Unis, France, Inde, l'Inde, c'est un gros joueur aussi quand même dans les publications scientifiques, là. OK. Parce que j'ai l'impression que, tu sais, pour avoir parlé à certaines personnes qui build avec le AI, t'as des clients et des industries qui vont être super conservatrices par rapport les banques, la santé. Ouais, exact. Par rapport à où est-ce que mes données sont utilisées, où est-ce qu'elles sont storées, dans quel modèle ils passent, puis genre, c'est ça, là, tu sais, TGV, IPA, whatever. Ouais. Fait que je pense que pour des use cases, mettons, plus local, c'est possible d'avoir une stack souveraine. Ça sonne bien, ça, quand même, stack souveraine. Autant au niveau de genre, t'as un modèle open source que toi, t'as genre réentraîné, puis comme, il n'y a pas une donnée d'un client Keb ou canadien qui va aller sur un modèle ou un serveur américain, mettons. Ouais. Mais ça scale pas, right? Tu sais, c'est genre, c'est tout local. Genre, si tu peux pas compétitionner à scale. C'est effectivement très difficile. Genre, on dirait, je me dis. Ouais, c'est effectivement difficile. Puis c'est des garanties qui sont difficiles à offrir aussi. Ouais. C'est vraiment ça aussi. Il y a différents noms, mettons, que, je vais donner, mettons, un exemple public qui est peut-être intéressant. Mettons, l'autorité du marché financier. Eux, la manière qu'ils ont géré ce terrain-là, parce qu'ils ont beaucoup de données sensibles aussi, ils ont des secrets professionnels des assureurs, ils ont des données des clients, ils ont des données des placements financiers, ils ont beaucoup d'informations que tu n'as pas envie de mettre n'importe où. Mais il y avait quand même envie de pouvoir déployer des RAG ou des LLM ou des choses comme ça. Fait qu'ils ont juste acheté, loué des serveurs chez Microsoft qu'AMF possède, qui est entretenu par Microsoft, puis ils ont déployé des modèles là-dedans. Fait qu'un modèle OpenAI, juste pour l'autorité des marchés financiers. Fait que c'est possible. Mais tu sais, un SaaS qui a son 5, oublie ça, là. T'as pas accès à ces moyens-là. C'est ce scale-là qui est très difficile, mais t'en as, là, tu sais, il y en a des SaaS en santé, puis qui font... Mais même l'AMF que tu viens de dire, d'autres, là, genre... Ils dépendent quand même de Microsoft. C'est ça. Oui, les serveurs sont sur territoire canadien, puis tout, mais il n'y a pas le Patriot Act, qui viendrait... Act. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai comme l'impression que c'est... C'est un plaster sur un bobo. Mais pour l'instant, c'est effectivement juste ça qu'on a à la disposition. Ben, tu sais, on avait parlé un petit peu plus tôt, là, avant le record, tu sais, l'Europe est en train de prendre une tendance extrêmement souveraine pour sa technologie. Ils ont, entre autres, récemment annoncé un plan qui a déjà été mis en cours et qui a déjà des changements de Keycard, Visa et Mastercard de tous les services bancaires de paiement. Je ne me rappelle plus le nom, mais moi, je pense que c'est Europay ou une affaire dans même. Présentement, c'est juste un équivalent d'Interact, un peu comme on a ici pour faire les virements des personnes, mais là, qui va aller jusqu'à la carte bancaire pour complètement sortir ces deux organismes-là. Jusqu'au crédit? Jusqu'au crédit. Puis, ils coupent de moitié les frais qui sont collectés auprès des organisations. Fait qu'il semble avoir un courant, l'open source prendre l'ampleur en Europe. Canada. Mais ils coupent l'universalité puis l'espèce de généralité de leurs users, leurs citoyens, est-ce que... Bien sûr. Ouais, c'est fucked up. Fait que tu sais, t'as des avantages et des inconvénients. Trade-off. C'est toujours une question de trade-off. La mondialisation a des avantages, mais des inconvénients aussi. Ces plateformes-là, ils ont des avantages, ils ont des inconvénients. Puis là, ben, tu sais, en fait, ce courant-là avait pas de traction jusqu'à 2 ans, là. On va se le dire. Je veux dire, il y a eu un changement majeur qui a créé un effet de traction qui va probablement continuer encore, là. Puis ça va être long avant que un bateau comme ça, là, décide de retourner, là, tu sais, pour pas faire un jeu de mots, là, tu sais. Les bateaux pognés partout, là. Dude, c'est la première fois que je vais parler de quoi de politique sur le pod, là, mais genre, honnêtement, je sais pas comment, le temps puis comment que les États-Unis vont faire pour, genre, récupérer puis juste repositionner ou refaire une confiance mondiale ou dude, c'est... Ça, c'est si ça peut se passer. Tout court, ouais. C'est un shit show. Je veux dire... Mais bon, on va garder ça là-dessus, man, parce que je veux pas devenir... un paria. Je veux juste pas aller dans cette talle-là de contenu, man. Alright, folks. Si vous êtes en recrutement en ce moment, petit heads up, le job board, ça se passe. C'est maintenant une option premium pour les postes vraiment prio. L'idée, c'est pas juste de publier une offre d'emploi de plus sur un babillard de plus, c'est plutôt de la mettre devant une audience SaaS, une audience tech qui est déjà qualifiée. Je donne un exemple des founders, des opérateurs, des profils produits, dev, vente, marketing.
On a tout ça dans l'audience de Ça se passe déjà. Donc, avec l'offre d'emploi premium, votre offre à vous, elle remonte en haut du job board, dans un badge premium, une page plus complète avec du contenu plus riche, des vidéos, des témoignages. Puis ce qui est vraiment cool, c'est que nous, on la pousse sur nos canaux médias, donc infolette, LinkedIn, Instagram, puis mention même dans le podcast dans le mois. C'est à partir de 400 $ par mois. Puis pour le lancement, les 5 premières compagnies qui prennent le pack à 3 mois peuvent utiliser un code promo en majuscule premium-launch au checkout, ça vous donne un mois gratuit. Donc, si vous avez un rôle critique à remplir, allez publier votre poste sur saspace.com/emploi avec un S, puis choisissez l'offre premium au moment de publier. Si vous avez des questions, écrivez-nous bonjour@saspace.com. OK? De retour au pod. Adoption de l'intelligence artificielle sur le terrain. Ouais. Moi, mettons, vu que j'en parle sur l'infolette, dans le pod, des fois, j'ai un petit peu de monde qui me disait « Hey Frank, tu viendrais-tu passer un peu de temps dans notre business ou juste me montrer comment tu utilises les AI? » Fait que quand j'ai le temps puis que ça fit, je le fais parce que je pense que quand tu essaies d'enseigner, tu apprends mieux toi-même. Ouais. Mais ce que je me rends compte, c'est que genre, man, on est dans une... Je veux pas dire une bulle parce que vraiment ça m'énerve en esti comme expression, mais on est beaucoup plus proche de la frontière de la possibilité de l'innovation en tech que le reste du monde. Ouais. Puis genre, souvent, c'est « Utilises-tu les AI? » Puis la réponse, c'est « Ben oui, j'utilise les AI. » Quand j'ai de quoi à chercher, je demande à ChatGPT. Quand j'ai un email à rédiger, je demande à ChatGPT. Ouais. Puis tu sais, c'est une utilisation de l'AI, mais c'est ceinture blanche en tabarouette, là. On s'entend? Fait que tout ce que tu vois sur le market... clairement, au niveau SaaS, il y a comme, on est plus en ceinture bleue, mauve que blanche. Ouais. Mais mettons, dans les PME, tu sens quoi? Tu vois quoi? Genre? La majorité des gens, c'est pas de ceinture. Juste, pour être franc, quelques users qui ont effectivement une ceinture bleue, genre, puis qui sont vus comme les whiz. Fait qu'il y a beaucoup de disparités. Je dirais que souvent, les secteurs que j'ai un feeling qui ont un peu été utilisés, c'est, mettons, les secteurs où est-ce que marketing, mettons, qu'il y a beaucoup de traitements puis qui ont vu beaucoup la valeur, d'après moi, à créer des posts, aller dans ces processus-là, mais c'est un petit peu resté là, mettons. T'sais, après ça, ils n'ont pas pensé à comment je pourrais automatiser des processus. Puis c'est comme ce bout-là qui manque, ils sont beaucoup dans là. Tout ce qui va être des professions comme comptable, beaucoup plus de réticence. Parce qu'ils sont pas très bons à faire des calculs, ces outils-là. Fait qu'avec raison, il va falloir faire... Fait qu'il y a certains super users qui vont vraiment loin, puis d'autres, la majorité, sont plus réfractaires. Des secteurs qui sont extrêmement réfractaires, avec quelques joueurs qui poussent plus, comme les avocats. Mais les avocats, l'enjeu, pourquoi que ça les pousse plus, c'est que ça je veux dire, ça challenge tout le modèle d'affaires, là. Genre, ça a moins de sens de biller 200 heures pour quelque chose que maintenant, clairement, mon client est capable de faire 80% du travail avec son AI, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup ça qui est challengé, qui pousse. Mais dans la majorité des cas, il y a genre bidouillé un peu avec, ils ont corrigé des courriels. J'ai vu quelques organisations quand même là, pour en donner où est-ce que je suis arrivé, j'ai fait, ben pour vrai, j'ai pas grand-chose à vous apprendre aujourd'hui. OK. Mettons. J'ai donné une formation à une place. Dans des business tech ou des business PME classiques? Humano médical. Ils font des lits d'hôpitaux. OK, wow. J'étais arrivé là-bas. Eux autres, ils voulaient beaucoup qu'on parle. Le siège social est à Lévis. Ils ont un autre à Lillet, puis ils ont un siège social à Lévis. Puis, tu sais, ils se battent contre des gros joueurs, là, genre des multinationales. Puis là, j'arrive là-bas, ils voulaient, on parle des AI, je leur présente un petit peu, on fait un topo, puis à un moment donné, on arrive dans c'est quoi des idées, c'est quoi les compétiteurs que j'ai vus sur le marché, puis c'était un après l'autre, c'est comme, ben ça, on l'a déjà fait, ça, on est en train de le faire. Fait que là, j'étais comme, ben pour vrai, je suis arrivé à la fin, je vais être pour vrai, j'ai pas grand-chose à vous apprendre. OK. Félicitations. Genre, vraiment... Moi, j'avais été. Puis ils ont vraiment une équipe. Il y avait une personne dédiée aussi dans l'organisation. Fait que ça l'a probablement aidé. Mais il y avait aussi un désir. Puis je pense, là, je connais pas assez l'organisation, là. C'était un seul contact. Je pense qu'il y avait un désir d'innovation qui était très présent aussi et poussé, qui a probablement créé facilité une culture dans ce sens-là. Ben, c'est au cœur de ce qu'ils ont fait. Ils ont innové dans du hardware puis du soft. Exact. Mais c'est sûr que j'ai probablement aussi rencontré le top of the iceberg. Puis que tu parlerais après ça au reste de l'équipe, peut-être qu'ils l'utilisent pas autant. Mais les gens qui spiraient des projets d'innovation étaient des grands utilisateurs. La personne dédiée à ça dans l'équipe, tu te rappelles c'était quoi son titre, c'est quoi qu'elle faisait ou pas nécessairement? J'ai complètement oublié. C'est bien correct. Non stress, c'est juste le fait qu'il y ait quelqu'un de dédié. On en parlait un peu plus tôt dans le pod. C'est comme intéressant de voir des business qui font ce call-là, mettons. OK. Mais pour la minorité vont être avancés, avoir une ceinture plus colorée, plus foncée, mais la majorité, c'est soit pas de ceinture ou ceinture blanche-jaune. Exactement, c'est ça. OK. Qu'est-ce que tu penses qui manque au Québec pour que on passe au next level côté AI puis innovation en général
C'est-tu du talent? C'est-tu du cash? C'est-tu juste de la volonté puis de prendre plus de risques? Ouais, un mélange un petit peu tout ça. Je pense qu'on a quand même beaucoup de bons talents. Après ça, je pense qu'il faut qu'on se pose des bonnes questions de, tu sais, mettre de l'IA dans un processus de marde, là, tu vas juste sortir plus de marde plus vite, là. Fait que, on peut se poser des bonnes questions. Je pense qu'on a beaucoup de gens qui ont des belles opportunités. On a beaucoup de reprenariats qui vont se passer dans les opportunités de consolidation, revoir les marchés, revoir le positionnement, croissance, etc. Pour moi, là, c'est un beau terreau fertile d'opportunités pour beaucoup de gens. Entrepreneuriat plus AI, en ce moment, c'est genre un match made in heaven. Là. Ben oui. Tu sais, c'est quoi les processus de l'autre bord, puis là, de pouvoir tout faire ce scoping-là. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui est potentiel. Puis tu sais, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas possibles sur le marché avant du fait que c'était soit trop dispendieux à offrir ce genre de personnalisation-là ou ce genre de service-là que maintenant est probablement accessible. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'entreprises que je pense pas qu'ils ont encore saisi, qui peuvent revoir leur manière de faire de la business, aller chercher des nouvelles opportunités de revenus, puis de la croissance. 100%. Puis faire compétition à l'international même. Let's go. Vive le Québec libre. Tu te situes où sur le spectre accélérationniste et interventionniste par rapport à l'AI au Québec? Je crois qu'on a quand même des voix fortes, pour ne pas les nommer, qui poussent vers l'interventionnisme et le ralentissement. On parle de réglementation, de subventions juste ciblées, de lobbyisme, genre de tout ça, on le voit, là. T'en penses quoi de ça? Il y a quand même déjà un écosystème assez présent, là. Tu sais, t'as une norme ISO là, pour l'IA, puis... OK. C'est ça. Je savais pas. J'ai pas beaucoup... Tu sais, c'est un document de 500 pages qui est assez abject à lire, là. C'est quand même complexe. On va le voir probablement apparaître dans les institutions publiques, là, graduellement, qui va apparaître. Après ça, en termes d'investigation, je suis pas un juriste, mais tu sais, de ce que je comprends, il y a quand même déjà un cadre qui régit quand même certaines facettes de la protection des données, de les biais discriminatoires, la protection des gens. Fait que tu sais, t'as quand même plusieurs éléments qui sont là. Maintenant, il y a un aspect peut-être sur c'est quoi les bonnes pratiques de gouvernance, de transparence. Puis là, il commence à avoir des places que ça le fait. Mettons, l'AMF, hier, de mémoire, a sorti justement ses guidelines. Puis, entre autres, maintenant, elle demande aux assureurs qui utilisent de l'IA, mettons que tu parles par chat, ben que ça te le dise que c'est un IA avec qui est en train de communiquer. Fait que, tu sais, pour moi, c'est plus donner des directives dans le sens qu'on veut se rendre. C'est un guide de bonne pratique. Là. C'est genre, en fait, c'est un code réglementaire quand même. Fait qu'on va dans une direction, mais je pense pas que c'est nécessairement tout le temps une loi qui va tout aider toutes les facettes de tout ce qu'on parle ici. Tu sais, t'as la AI Act qui est quand même très clair sur beaucoup de choses. Puis souvent, ce qui se passe... En Europe? En Europe, oui, effectivement. Ce qui est intéressant dans les AI Act, c'est quand même la gradation des risques, puis qui permettent après ça d'avoir de dire, ben voici, c'est comment tu dois ajuster ta sécurité ou différents éléments en fonction des risques. Puis c'est peut-être un modèle comme ça qui pourrait être intéressant à quand même intégrer pour donner des lignes directrices. Le Canada s'enligne plus vers des normes que vers une réglementation présentement, du fait de l'influence américaine, entre autres, puis de la norme ISO qui a été mise en place, etc. Mais il y a eu un projet de loi qui était supposé être canadien qui a été avorté, fait que c'est difficile. Moi, maintenant, ma posture, mettons, personnelle, je pense que des secteurs d'activité qui mériteraient peut-être une certaine forme de réglementation. Mettons, pour moi, tout ce qui touche à la santé pourrait bénéficier pour tant la protection du public, peut-être que rassurer les gens, puis probablement aussi offrir aux entreprises, oui, c'est de la merde des fois la réglementation, mais c'est une bonne manière de pouvoir dire, ben nous, on le respecte pour vrai. Il y a une opportunité de positionnement pour moi, je pense à travers ça. On protège pour vrai vos données, puis on touche à des données sensibles. Il y a plein d'autres secteurs que ça va rien donner. Genre, pour moi, il y a peut-être 1, 2, maybe 3 gros max, mais tu sais, dans la construction, as-tu besoin d'avoir une réglementation? Là? Pense pas. Là. Dans les avocats, ça va se faire juste par le barreau, fait que ça va passer par le code professionnel. Les comptables, ça va passer par le professionnel. Fait que la plupart des secteurs, on n'a pas tant besoin d'avoir quelque chose de plus complexe que peut-être plus, voici peut-être, ce que je pense qu'il aurait pu être intéressant de la part de nos gouvernements, c'est de dire, voici la ligne directrice étatique que nous on donne. Alignez-vous par rapport à ça. Voici un code commun pour avoir un langage commun. On aimerait ça là-dedans. Ça arrête là. Mais le AI Act en Europe, là, c'est pas... Est-ce que c'est quelque chose qui ralentit l'adoption de l'intelligence artificielle à travers les compagnies puis ces sociétés-là? C'est toujours la question là, de la réglementation, là, de ce que ça ralentit, est-ce que ça l'aide pas. Pour moi, je pense que les deux extrêmes
sont aussi néfastes l'une que l'autre. Si tu as trop de réglementation, nécessairement, tu es néfaste, mais si tu n'as pas de réglementation ou tu es vraiment tellement dans le libre marché, le problème, c'est que là, c'est difficile de trouver c'est une bonne personne, c'est une bonne solution. Puis là, c'est les consommateurs, c'est les gens, c'est les fournisseurs. Ça devient difficile d'opérer dans un marché comme ça. Tu as probablement un point milieu. Est-ce que la hack est trop d'un bord ou trop de l'autre? Là, on prend en débattre longtemps. Ouais. C'est de trouver ce point milieu où est-ce que tu es capable de pouvoir dire, cette personne-là a un set de compétences que je peux vêter, puis moi, en tant qu'employeur, je suis capable de pouvoir dire, je veux l'embaucher. Ce fournisseur-là qui a un set de compétences que je peux anticiper qui va être safe pour pas avoir un problème. Fait que pour moi, c'est un mélange de tout ça. Maintenant, le hack, est-tu trop... Tu sais, mettons, on prend un exemple aux États-Unis, là, le fait que justement, il y a eu plutôt une montée de pas aller vers une réglementation. Il y a des États qui ont choisi d'aller vers une réglementation, puis ils ont juste pondu plein de réglementations qui peut probablement pas être bénéfique en bout de ligne parce que c'est déjà devenu un mess. Ouais. Mettons, genre, la Californie, tu en as sorti un chier, tu sais. Ouais. Puis là, ça devient difficile à opérer là-dedans. Fait que c'est un mix. J'ai le goût qu'on finisse ça en lightning round, genre. Ouais. T'entends-tu? Ouais. T'as fait un PhD sur les chatbots en assurance auto avec du RAG. Ouais. As-tu l'impression que ta recherche académique... Ben, premièrement, félicitations d'avoir fini ton PhD. Merci, j'aimerais ça que tu m'appelles docteur. Oui, je vais mettre ça dans le titre. T'as-tu l'impression que la recherche académique que tu as faite bénéficie concrètement à Baseline aujourd'hui? Oui, c'est une crédibilité là, qui aide beaucoup. OK. Mettons, tu arrives dans une discussion, puis ben, j'ai un doctorat là-dedans, ça peut aider à donner une crédibilité, là, quand même. Ouais. Puis il y a effectivement quand même certaines opportunités qui sont arrivées directement du fait de mes travaux de recherche. OK. Ouais. C'est très cool, ça. Quand même, ouais. Ouais. Parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup de rédaction. Puis... Sur papier, c'est supposé être ça. Ouais. Je pourrais avoir ou ne pas avoir utilisé beaucoup de Gemini à la fin pour finir. Pour des founders ou des startups qui écoutent, qui se disent j'aimerais ça checker l'open source, moi, par rapport à l'AI. C'est vers où qu'on les pousse? Il y a un modèle en particulier ou une ressource en particulier? Hugging Face. Hugging Face, c'est comme un GitHub des modèles un peu ou des... On pourrait dire ça, ouais. C'est un gros GitHub des modèles. T'as des datasets, même tu peux runner des expérimentations là-dessus directement. Okay. C'est vraiment... Puis ils ont beaucoup uniformisé. Bon, le NLP, qui est finalement tout ce qui est le traitement du texte, comme les LLM, ça s'inscrit dans les NLP, manquait beaucoup de standardisation il y a, mettons, une dizaine d'années à peu près. Puis Hugging Face a vraiment fait ce travail-là de standardisation des pipelines, des processus, puis de l'accès. Puis c'est vraiment un incontournable. Là. Et toi, y en a-tu un modèle que tu as utilisé au sein de Baseline dans ton expérience personnelle, open source? Beaucoup, là. Y en a-tu un top of mind que tu as apprécié? Moi, j'ai adoré la capacité de Gwen. Ouais. J'étais très surpris de sa capacité, de son ratio de capacité. QWEN, ça, ou? Exact. Ouais, OK. Ouais, c'est ça, c'est Gwen. Ouais. Exact, ouais. C'est chinois ou pas, ça? C'est Baidu, fait que oui. Je pense que je vais te briser. C'est parfait, gros. Parfait. Mais t'as eu une bonne expérience. Oui, j'ai une bonne expérience. Le ratio poids, inférence, qualité était vraiment hot. Okay. QWQ aussi était vraiment cool. Mettons, dans mes benchmarks de performance sur l'assurance, là, il était souvent dans les tops, même s'il n'y avait pas un gros poids. Mettons dans un top 25, mettons. Le deuxième, t'as dit, c'était? QWQ. QWQ. Fait que c'est Gwen, mais avec des capacités de raisonnement. OK. Puis Kiwi, c'est quoi ça? Kiwi, oui, c'est un autre. Moving on. Oui, mais c'est un autre LLM aussi. Je suis allergique au Kiwi, on pense. RIP. Ouais, mais c'est parce que j'en entends parler partout de Qwen, justement. Fait que j'étais quand même curieux. Je sais pas si Dave... C'est un bon modèle. OK. Fait du code, fait une belle affaire, là. En juin 2025, à l'épisode 140, on parlait de plein d'affaires, entre autres Jevons Paradox, qui est un paradoxe qui dit la technologie est plus productive, donc en théorie devrait nous libérer du temps pour l'oisiveté ou whatever. Mais le paradoxe, c'est que on fait juste shipper plus, travailler plus, puis quitte à se brûler. Là, ça fait pas un an, mais pas loin. T'as-tu l'impression qu'on est moins victime du Jevons Paradox de ton côté? Ou? Moi, je suis plus victime. T'es plus... Ben, tu sais, je suis un plus grand adapteur de Claude, par exemple, puisque on a parlé un petit peu avant aussi, là, je pense qu'on va le mettre avec elle. Moi, ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est que là, j'ai 6 sessions d'ouvertes, puis je viens être brûlé parce que je change de contexte beaucoup. Ouais, j'ai remarqué aussi, sinon l'inverse, si, mettons, je me resterais en 2-3, là, je fais des fucking plus longues journées,
Parce que là, à la fin de ma journée, tout ce qui me reste à faire, c'est que je finis puis je fais juste des enter pour aussi comme, OK, je valide ça, je finis ça. Puis là, je finis ma journée à 8 heures parce que je suis moins fatigué, fait que j'étire plus. Puis je fais juste appuyer enter puis je vais écouter la TV. Genre, je vais juste le faire continuer à avancer un peu ou juste gosser telle affaire ou juste ça. Puis finalement, je suis pris à allonger ma journée. Puis là, j'essaie de trouver une manière de pas revenir là-dessus. Je m'étais fait, je vais automatiser plein d'affaires, je vais avoir plus besoin de travailler la fin de semaine. Non, je travaille jamais la fin de semaine, c'est vrai. Puis finalement, ça s'est pas passé encore. Ouais. Fait que je suis un petit peu effectivement déçu de ça. Je pense que en fait, c'est tu t'emballes. Moi, je me suis vraiment emballé. Là. Il y a des bouts que j'ai fait comme OK, faut que je me calme. Là. Parce que c'est addictif, la loupe de feedback. De genre, scène, là. J'ai une idée, je teste, j'ai un résultat. Ouh, nice, OK, ça va vite. Ce que j'ai commencé à faire pour ça, moi, d'autres, on a un repo où est-ce qu'on pitch nos automatisations. Ouais. Puis là, quand j'ai une idée, puis je suis comme, je peux pas l'actionner tout de suite. Là-bas qu'on est rendu, c'est que j'écris mes idées, je demande de monter un plan, je demande d'ouvrir une PR sur mon GitHub là-dessus. Puis là-dedans, on a comme plein de documentation sur nos process, fait que ça permet tout de faire des liens. Puis souvent, je tag, mettons, mon collègue Dominique, où est-ce qu'on en fait beaucoup ensemble. Là, ce qu'on veut rajouter, ça sera un step où est-ce que ça fasse comme, quand ça est fait, ça fait aussi l'étiquette Jira pour les garder en table. Puis l'idée, c'est juste de comme, je pitch ça, garde, je l'ai réactionné, à une époque, je l'ai réactionné, là, je vais pas l'actionner, je vais juste le mettre de côté, puis là, à un moment donné, je vais juste dire à Claude, c'est quoi qui reste dans les tables? On repasse ça. Moi, man, j'ai mon TOC, là, mon côté obsessif, mettons, là, faut vraiment que je le garde in check parce que une idée, moi, j'ai plein d'idées qui sont vraiment pas toutes bonnes, tu sais, mais des fois, je me convainc, mettons, que je peux aller... Qu'elle est bonne. Puis que je peux facilement aller développer plus cette idée-là parce que, hey, man, j'ai tout le pouvoir de l'intelligence artificielle à la portée de mes doigts. Là, tu vas brûler du gaz, là. Hey, man, dude, je développe des brands, man, je me fâche avec Claude puis Midjourney parce que c'est pas la bonne direction artistique puis tout, avant de me poser la question de genre... J'aurais-tu faire ça? Je veux-tu vraiment faire ça? Ça a-tu besoin d'une brand? Qu'est-ce que je suis en train de faire là, tu sais? Puis là, tu brûles des temps, des heures puis des tokens de la fin de semaine, tu sais. Puis oui, c'est le fun, mais genre, à un moment donné, j'étais comme le doom building un peu, là. Puis faut vraiment que je me check. Puis parce que j'en parle avec des potes ces temps-ci, puis je suis comme, faudrait que je retrouve des contraintes de juste comme vivre d'autres expériences qu'être dans mon AI puis dans ma tête, des hobbies ou d'autres moments, genre pour... équilibrer un peu, je trouve, ma vie. Là, je trouve ça tough, honnêtement. C'est aussi de tracer la ligne de OK, c'est good enough. Parce que avec Claude, tu peux tellement polir, tellement les loin qu'à un moment donné, t'es comme ça fait 6 fois là, que je fais des améliorations. Là, là tu fais du scope free qui a pu finir. Puis à un moment donné, t'es comme je sais même plus ce que je voulais faire initialement. Là. T'as perdu le contrôle, puis t'es juste continue, Claude. Puis là, moi, j'ai vraiment eu ce problème-là où est-ce que là, finalement, j'avais fait un an, j'étais comme la moitié des features, je m'en calisse. Ouais, exact. Genre, j'ai tout arraché. Je suis retourné à de quoi de simple. Je suis comme, j'aurais pu arrêter il y a j'arrête 2 semaines, mais comme, il y a un esti de bout. Puis là, je viens juste brûler du gaz dans l'innocent. Ouais, 100%. C'est vraiment tough d'arrêter. Ouais. Mais je pense que c'est ça va être le name of the game, un peu l'équilibre, la récupération, en tout cas pour moi. Puis comment tu leaderais une équipe là-dessus? Là? Moi, je me pose beaucoup cette question-là aussi. Parce que moi, c'est correct, je peux faire mes propres choix, mais là, qu'est-ce que je fais avec mon équipe? Là, ouais. Ben, moi, mettons, ça a toujours été net clair que mes exagérations, mes débordements en termes de temps ou d'exploration, c'est ma responsabilité puis c'est pas un modèle pour ma compagnie. Mais les gens peuvent sentir de la pression quand même. Moi, j'ai des gens, j'ai ce discours-là et des gens qui m'ont dit c'est beau tes paroles, mais tu sais, ça met un standard. Ouais. Pareil. Ben, tu sais, mettons, moi, je fais des petits... avec Joe, entre autres, avec Joël, tu sais, c'est genre... Je suis comme, OK, là, Joe, je t'ai monté sur Claude Code. Là, j'assume que t'es plus productif. Je t'en demande plus, je t'en pitch plus. Je fais des check-ins, genre, comment ça va? Genre, tu sais, t'as-tu l'impression? Ouais. Ben, puis elle était comme, ben là, je te cacherai pas qu'il y a certains trucs personnels depuis que tu m'as rajouté toute affaire que j'ai, genre, moins fait. Mais là, ces trucs personnels-là, pour moi, c'est crissement important, genre, parce que ça fait partie de mes valeurs comme personne. Puis je voudrais pas que du monde qui travaille pour moi peuvent pas faire ça, genre. Puis, fait que je suis comme, OK, ben là, ça marche pas. Fait que je suis comme, OK, ben là, Joe, qu'est-ce qu'on réajuste, toi, là? c'est ta job de me dire, de me lever des flags puis de dire, Frank, qu'est-ce que tu veux prioriser là-dedans, mettons? Puis là, il y a un projet, entre autres, qu'on était comme, OK, ça serait cool, mais c'est pas prioritaire, on calisse ça le mois prochain, puis on débuzz, tu sais. Fait que moi, c'est pas, tu sais, on est deux. On est moi, Joe, puis là, il y a Oli qui prend de plus en plus, qui rentre salarié, puis qu'on va éventuellement, hopefully, mettre temps plein, puis tout. Oli. Fait que, tu sais, Oli, côté métaux, genre, c'est un dude monteur, audio, vidéo, cool. Un artiste aussi, puis tout, puis... T'sais, tu le vois là, dans notre contenu, ça commence à prendre une coche. Là, les intros puis les clips sont plus funky, plus le fun. Cool. Fait qu'il amène de quoi de vraiment important pour une business de médias.
Puis tu sais, c'est ça. Le but, c'est de pas se brûler. Puis non, je suis pas le meilleur exemple, man. Parce que j'arrive des lundis matin qui est genre, j'ai les yeux vitreux, man. Puis je suis comme... fait ça de la fin de semaine. Ouais, j'ai starté une nouvelle brand pour un business qu'on fera probablement jamais. Là. Ça fait que je suis genre... Non, c'est tough, man. Je pense qu'il faut des guardrails, man, personnels. Genre, à la fin de la journée, là, ça va être vraiment deep ce que je vais dire, man, mais je pense beaucoup à ces affaires-là ce temps-ci. C'est genre, mec, ça, c'est ton lit de mort, man. Là, genre, ta plus grande fierté, ça va pas être d'avoir 6 terminales ouverts pendant 6 mois puis d'avoir shippé 10 apps qu'il y en a juste une peut-être qui va t'avoir aidé. Ta plus grande fierté, man, ça va avoir été genre de t'accomplir, man, de genre rester en santé pour être là pour les autres que t'aimes, d'avoir de la famille, un conjointe, d'avoir été quand même quelqu'un de multidimensionnel, là, tu sais. Je pense qu'il y a le monde qui sont méga obsessifs, qui font juste la même chose, puis l'ambition, c'est jamais assez, puis ils ont des gros problèmes psychologiques, là. Genre, je les respecte, puis ils changent notre société, puis notre civilisation, des fois, ce monde-là. Fait que beaucoup de pouvoir à eux, puis de respect, mais il y a aussi beaucoup de souffrance, je pense, puis de trucs malsains, man. Puis j'essaie de me rappeler ces affaires-là pour pas me steer trop dans l'obsession, man, puis le me brûler, puis tout. Mais c'est tough, man. Je commence à struggle. Je vis la même chose. Ben, content de voir que je suis pas tout seul. Parlant de leaders, justement, t'as-tu l'impression, parce que on voit toutes sortes de leaders, là, puis tout le monde entend parler de l'AI, il y en a qui se salissent les mains trop, qui deviennent trop impliqués, il y en a qui se font des POC, qui les passent, il y en a qui font juste obliger à ce qu'on adopte l'AI, il y en a qui touchent pas puis qui attendent que ça monte du staff. Tu penses-tu que, mettons, en tech, là, genre, même pas en tech, j'ai l'impression, c'est genre un non négociable de te salir les mains avec l'AI quand t'es leader d'une compagnie? Je pense à un certain niveau, oui. Moi, tout. Faut que tu te salisses un peu les mains, là. 100%. Tu sais, en tout cas, moi, je pense que ça dépend. Moi, je crois au leadership par l'exemple. Ouais. Fait que si tu crois au leadership par l'exemple, tu te salis les mains. Si tu crois à d'autres formes de leadership, peu importe, ton organisation va dessus avec cette forme de leadership, j'imagine. Puis moi, j'ai même vu maintenant des fondateurs pas techniques commencer à se mettre les mains dans les airs pour créer ce mouvement-là. C'est Moutou, puis ça marche. Ça marche, sauf que je pense que tu l'as bien nommé, que probablement beaucoup de ces gens-là, je pense que y a-tu une adéquation entre le fondateur et la capacité d'obsession, là, mettons, là, parce que c'est notre entreprise. Puis j'ai beaucoup de ces gens-là qui m'ont dit la même affaire, que genre, hey man, genre j'ai passé ma fin de semaine à faire ça, j'ai pas parlé à mes enfants, là. C'était un esti de problème, là. Genre, fait qu'il y a un entre-deux à aller chercher à capturer, que je pense qui est très difficile. Puis je pense qu'il y a une excitation. Puis, tu sais, on aime tellement, je pense, avec nos entreprises, comme créer qu'est-ce qu'on voit. Puis là, si on a la capacité de créer, là, c'est difficile de dire comme je le passe à quelqu'un d'autre. C'est fucking tough, là. Moi, c'est beaucoup ce que j'ai essayé de faire. Là. Mettons l'exemple du PR que j'en ai tantôt, c'est une manière de pouvoir faire. J'ai cette idée-là, je la passe. Ça se peut qu'elle va rester cette taille-là pendant 3 mois. Il y a juste d'autres personnes qui doivent s'assurer de bien gérer les priorités, puis qu'on se parle, qu'on sync, mais ça prend ça, mais c'est tough. Ouais, mais c'est parce que les founders, souvent, sont high agency, là. Ils ont genre le désir et la capacité de faire arriver les choses, de mettre la balle en arrière de la ligne des buts. Puis là, avec les high, tu peux le faire. Encore plus de capacité de ça, fait que t'es comme Chris, je vais le faire. Mais c'est ça, faut que tu t'équilibres puis tu te gages. Bonne chance à tout le monde. On finit là-dessus en pleurant. Parfait. En closing, mon vieux, mettons que quelqu'un écoute ça puis est comme, j'ai le goût de travailler avec Dave, avec sa team, voir c'est quoi que Baseline font. On va où? Il y a saspace.com/partenaire avec un S. Exact. On a un beau profil avec toutes les ressources vidéo qu'on a produites à travers les années. Sinon, baseline.québec. Exact. On a une page d'embauche puis on cherche bien du monde présentement. OK, right. Il y a du recrutement qui se passe en ce moment? Exact. Constamment, je cherche à ajouter une personne quasiment tous les mois. Trop sick. Quel genre de rôle? Bien technique? Dev AI. Dev AI? Ouais. Nous autres, on tire des développeurs logiciels, du monde qui ont de l'expérience en logiciel, qui veulent intégrer de l'IA. OK. Solide. La plupart, à peu près toute notre équipe a une expérience en IA, mais là, on commence à ajouter des profils qui ont un petit peu moins d'expérience, puis on va les emmener au niveau. Puis fait que ça, c'est baseline.québec, puis il y a un onglet carrière. Exactement. Puis t'es David Beauchemin sur LinkedIn, si jamais on veut te poker. Puis si jamais vous commencez à travailler chez Baseline bientôt, vous allez peut-être avoir l'honneur de rencontrer mon petit cousin Mathieu, qui est pas très petit. Il est vraiment sympathique. Il est sick. Dave, c'est toujours un plaisir de chiller avec toi. Merci, man.